Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce plateau de conférence un peu spécial à l'heure du Covid. Je vais rentrer directement dans le feu de l'action en vous partageant la présentation du jour. Ça demande un petit côté technique à régler. Voilà. Je vous ai coupé vos micros. Ce n'est pas que je ne veux pas vous voir, mais c'est qu'il faut éviter qu'il y ait des larcènes. Voilà, le titre, Michel l'a signalé. Biodiversité a un impact avec la nature, do it yourself, yes you can. Là, vous voyez que ça fait allusion à plusieurs choses. Tout d'abord, ce que j'aimerais vous démontrer ce soir, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, le problème de l'érosion de la biodiversité est certainement le problème clé pour l'avenir de notre planète et également la survie de notre espèce sur cette planète, mais que ce problème est quand même un petit peu sous-estimé. Je vais essayer de vous convaincre que si on ne prend pas garde au problème de la biodiversité, à son érosion, comme on est en train de se rendre compte des dégâts que la destruction du climat risque de causer à la planète et à notre civilisation, eh bien, on risque de vivre des temps difficiles. Mais comme toute chose, comme tout défi, il comporte des solutions, même si ce défi peut avoir une ampleur assez colossale. Et puis dans la deuxième partie de ma présentation, après vous montrer l'intérêt et la nécessité de préserver cette biodiversité, je vais essayer de vous donner quelques clés pour vous montrer que ce pacte qu'on devrait enfin passer avec la nature est tout à fait à notre portée. C'est une question de bon vouloir et c'est une question d'action. La question c'est est-ce que l'on prendra ce virage ou pas. Alors je remercie le Cercle des Sciences Naturelles d'Aigle et environ de m'avoir invité, ou du Chablais, je ne sais plus comment ça s'appelle, de m'avoir invité ce soir, et Michel pour sa présentation. On va commencer par des principes assez généraux par rapport à la biodiversité. Évidemment, la biodiversité, c'est le vivant avec différents niveaux d'organisation. Et très souvent, quand on parle de biodiversité, on s'imagine que finalement, c'est un problème d'espèce. Et ce soir, je vais essayer de vous montrer qu'il y a de la complexité à plusieurs niveaux. La biodiversité, ça comporte tout ce qui est la diversité génétique jusqu'à la diversité des écosystèmes. Et ça, c'est important de s'en rappeler parce que trop souvent, on est focalisé sur le simple concept d'espèce. Et puis, un autre concept que je vais vous amener à la fin de la présentation, c'est le concept des interactions, parce que c'est aussi quelque chose qu'on perçoit mal, à moins d'avoir un regard un peu aiguisé ou des outils pour le mesurer. Ces interactions, elles sont absolument essentielles. Il faut imaginer que la nature, elle est faite d'éléments, mais qu'il y a beaucoup plus d'interactions de ces éléments que d'éléments eux-mêmes. Et ces interactions, ça fait partie aussi de cette diversité biologique. Alors, le premier niveau du vivant, c'est évidemment le gène, qui va participer de tout ce qui est l'adaptation des espèces ou des individus à leur environnement, avec la molécule ADN qui porte ces mutations qui vont pouvoir servir à nous adapter à un environnement qui est changeant. Le deuxième niveau que je considère ici, c'est celui de la population biologique. Donc, une population, c'est un groupe d'individus qui se reproduit parmi, pour simplifier, c'est-à-dire qui sont fertiles entre eux. Ensuite, on a le concept d'espèce, c'est un peu le concept majeur, la référence de base à qui le citoyen lambda pense quand on parle de biodiversité. C'est un ensemble de populations qui appartient à une entité biologique qui est fonctionnellement distincte d'autres entités biologiques. La communauté écologique, elle regroupe un groupe d'espèces qui coexistent dans un milieu donné. On a ces interactions qui sont hyper importantes et je reviendrai ensuite avec ce qu'on appelle les fonctions écologiques et les services écosystémiques, qu'on regroupe sous le terme de bénéfices de la nature pour l'homme également, actuellement, pour que ça soit plus compréhensible par le commun des mortels. Ensuite, on a l'écosystème qui est l'ensemble des communautés écologiques qui vivent dans un environnement donné avec toutes les interactions qu'il y a dans ce système. Et ça constitue ce qu'on appelle la biosphère, donc du gène jusqu'à l'écosystème. Et puis, vous voyez qu'il y a un petit élément ici
que j'ai sauté dans ma présentation, c'est l'organisme, l'individu. Parce que l'individu, il a beau être le vecteur des gènes, il a beau être important, et Dieu sait si, en tant qu'être vivant nous-mêmes, on a conscience de notre individualité, mais ce n'est pas le niveau le plus important en ce qui concerne, si vous voulez, cette diversité biologique. Ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Mais bien entendu, on a tout un segment de la société qui se préoccupe beaucoup des individus, qu'ils soient organismes animaux ou plantes, ou des individus humains. Et dans le domaine de la biodiversité, ben, on a toutes les questions du bien-être animal qui sont liées à ce niveau-là. Mais ce n'est pas le niveau qui est le plus important pour les écologistes. Cette biodiversité, si on veut simplifier, finalement, c'est la nature moins le paysage, qui est un concept qui est quand même assez subjectif, et ce qu'on appelle le monde minéral. Alors, c'est un peu paradoxal parce que pendant très longtemps, on a utilisé le terme nature, et puis tout d'un coup, il y a ce terme biodiversité qui a émergé dans les années 1980. Moi, j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup en faisant de la sémantique, c'est-à-dire en réinventant un terme qui existait déjà d'une certaine manière. Alors, la nature, ça dépasse un peu la biodiversité parce qu'effectivement, il y a ces concepts de paysage et du milieu minéral, mais finalement, on parle plus ou moins de la même chose, et quand on parle de protection de la biodiversité, on peut très bien entendre protection de la nature, ce sont des termes qui sont synonymes. Cette biodiversité et cette nature, elles sont vitales pour la biosphère, mais aussi pour notre espèce, mais les deux sont en crise. Et sont en crise, on va le voir, depuis un certain temps. Et la crise que l'on vit actuellement, ce n'est pas la première que notre planète a vécue. Notre planète a déjà vécu 5 extinctions de masse durant la période qu'on appelle le Phanérozoïque, qui commence environ il y a 500 millions d'années et qui court jusqu'à nos jours. Et si l'on regarde en fait cette période, on va avoir plusieurs épisodes où la biodiversité s'effondre avec des niveaux d'effondrement qui sont de type catastrophique. Si l'on prend les temps plus récents, ici entre 1970 et l'an 2000, et qu'on considère les différents index qui nous permettent de comprendre ce qui se passe avec cette biodiversité, ben on obtient ces courbes. Ici, vous avez la courbe en orange pointillé qui montre la chute des index de population pour tous les écosystèmes ou tous les milieux. Et puis, vous avez les courbes qui correspondent au milieu marin, au milieu d'eau douce et au milieu terrestre. On a un effondrement de la taille des populations d'espèces qui sont en fait surveillées par ce qu'on appelle le monitoring. Ici, vous avez 3700 espèces de vertébrés avec l'évolution de leur taille de population. Et vous voyez qu'on a, en l'espace de 40 ans, un effondrement d'environ 60% de l'effectif de ces populations. Alors, j'insiste un peu sur cette question de taille de population, parce que très souvent, quand on parle d'érosion de la biodiversité, on voit surtout des espèces qui disparaissent. Mais la disparition des espèces, elle est rien par rapport à l'effondrement des populations. Alors, vous comprenez très bien que quand une population s'est complètement effondrée, ou que la série des populations qui constituent une espèce se sont effondrées, ben on a une extinction. Mais on est en train de vivre non seulement actuellement des extinctions, mais des effondrements de population, ce qui est décrit par cette courbe ici. En fait, cet index, c'est le Living Planet Index qui a été développé par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et puis évidemment, vous savez que dans chaque pays, on a également ce qu'on appelle des listes rouges qui nous permettent de voir comment ces espèces évoluent. Alors ici, on a un petit panel d'espèces. Par rapport aux millions d'espèces qu'on a sur Terre, évidemment que celles qui sont monitorées au niveau de la taille des populations sont relativement peu nombreuses. Mais ça donne quand même une mesure de ce qui nous arrive. Et puis si on regarde les taux d'extinction en contemplant les fossiles qu'on retrouve dans les couches géologiques, on s'aperçoit qu'en fait, le taux d'extinction actuel, et qui a démarré il y a quelques décennies, si ce n'est quelques millénaires, comme je vais vous le montrer plus tard, en fait, ce taux d'extinction actuel, il est de 1000 à 10 000 fois, probablement, ce qu'on appelle le taux d'extinction de base. Le taux d'extinction de base, c'est le taux d'extinction hors des grandes périodes de catastrophes où on a eu ces effondrements de la biodiversité, ce qu'on appelle ces extinctions de masse. Alors ici, vous avez un graphe qui montre pour différents groupes, vous avez des mammifères, des plantes, etc., une espèce de range, comment est-ce qu'on dit ça en français, d'intervalle de confiance, si vous voulez, dans l'évaluation de ces taux d'extinction. Vous voyez, par exemple, pour les plantes, etc., ici, on a un taux d'extinction pour le 21e siècle
qui est supérieur à 10 fois, voire jusqu'à 10 000 fois le taux d'extinction de base. Bon, sinon, on contemple un peu c'est tout ce qu'on trouve dans les fossiles. On s'aperçoit que durant l'ère du Quaternaire, qui a commencé il y a environ 2,6 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, on avait, selon encore une fois les fossiles disponibles, une espèce qui s'éteignait en moyenne tous les 200 ans, hein, au niveau des mammifères. Et puis si l'on regarde la période 1600-1900, on a 88 espèces de mammifères qui se sont éteintes sur Terre. Au XXIe siècle, on en a plus que 20. Et puis actuellement, les prédictions pour le futur, jusqu'en l'an 2050 à peu près, c'est qu'on devrait avoir un taux d'extinction des espèces qui est de 100 à 1000 fois le taux d'extinction de base d'avant l'émergence de notre espèce Homo sapiens. Et je vais revenir à ça parce que notre espèce, comme vous allez le voir, ça fait longtemps qu'elle extermine les autres animaux qui vivent autour d'elle. Puis si on regarde le 22e siècle, on a des estimations qui vont de 1000 à 10 000 fois le taux d'extinction de base. Donc, on est dans une situation qui est vraiment très problématique. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens s'en rendent compte vraiment. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a l'extinction des espèces, mais il y a aussi l'effondrement de la taille des populations de toutes ces espèces qui nous côtoient. Si l'on regarde les causes principales de cette 6e extinction, donc qui est en cours, bien évidemment, un des gros problèmes auxquels fait face la biosphère, si on peut lui donner une personnalité, c'est la phénoménale expansion démographique de l'homme qui continue. Vous avez ici un graphe qui montre combien il a fallu d'années pour ajouter 1 million d'êtres humains à la population de la planète. Et comme vous le voyez, on a eu dans les années 1980, ça correspond un peu à la fin de la phase dite du baby-boom, on a eu en 12 ans 1 million de personnes qui a été rajouté à cette population. Alors maintenant, cet accroissement de la population, il baisse, mais les effets, ils se font quand même toujours sentir et ils se feront toujours sentir parce que notre population va continuer à augmenter, même si ce taux va légèrement baisser. Et qu'est-ce que ça signifie, en fait, cette augmentation de la population? Bien, c'est très simple. Chaque jour, nous rajoutons à la population de la planète l'équivalent de 200 000 êtres humains. Et je ne parle pas ici des seules naissances, mais c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Alors, ça n'a pas été ajusté à la période Covid, ces chiffres, mais le phénomène Covid, en fait, il impacte à peine ces chiffres que je vous donne, hein. Il faut bien se rendre compte que ça nous marque de façon très forte. Mais en fait, cet accroissement de la mortalité, il reste pour le moment encore relativement bénin, de l'ordre à 10%, vous savez, dans le monde occidental, par rapport à une mortalité normale. Donc, chaque jour, on rajoute à la population de la planète l'équivalent d'une ville comme Genève, hein, en considérant la ville et pas tout le canton. Et ça, c'est un paramètre de l'équation dont on doit tenir compte. Alors ici, vous avez quelques formules. Ce n'est pas très important de voir ces formules, mais cette phénoménale croissance démographique et économique de notre espèce, elle est due à des innovations technologiques. Et je dirais que si on doit faire une distinction entre l'homme et l'animal, on peut dire que l'homme, en fait, il a poussé à l'extrême le développement et l'ingénierie technologique, sachant qu'il y a certains animaux qui utilisent la technologie, hein. On pense par exemple aux fourmis qui cultivent leurs champignons, on pense aux castors qui manipulent leur habitat pour augmenter en fait les ressources alimentaires de cet habitat. Et si l'on regarde la croissance de la population humaine, eh bien, on a des grandes étapes. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais ça montre les grands sauts technologiques qui nous ont permis d'augmenter ce qu'on appelle la capacité de charge de l'environnement, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plus d'humains sur Terre. Alors, vous avez le développement de la force animale dans l'agriculture, hein, avec les bœufs et les chevaux, qui a été vraiment un progrès phénoménal, qui a progressivement été remplacé par le moteur à explosion. Et puis, vous avez l'avènement des pesticides et des fertilisants après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, ici, je l'ai mis un peu de façon provocatrice, mais c'est la réalité à laquelle on fait face. On a les organismes génétiquement modifiés qui sont une autre manière, en fait, d'augmenter cette capacité de charge, de permettre à encore plus d'humains de vivre sur cette planète. Alors, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est cette technologie. Et si vous voulez, ces pas technologiques font qu'on peut augmenter la capacité de charge, ce que peu d'animaux arrivent à faire. J'ai mentionné les fourmis, les castors, ils y arrivent, mais on est un peu unique dans le sens où nous, on arrive à le faire aussi, mais dans une proportion qui est inégalée dans le reste du monde animal. Et en fait, le modèle de croissance de la démographie humaine, ce n'est pas un modèle de type logistique qui s'applique normalement à toutes les espèces animales, mais c'est un modèle bilogistique parce que finalement, le taux
si vous voulez, la capacité de charge elle-même, elle peut être augmentée. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu mal compris aussi, c'est qu'on pense qu'en fait, on a un plafond, mais ce plafond, on le modifie, contrairement à beaucoup d'autres espèces animales dont j'ai mentionné certaines qui ont une capacité technologique un peu primaire d'augmenter cette capacité de leur environnement à supporter leur population. Notre consommation, elle est également devenue extravagante, hein. Il n'y a pas que notre problème de démographie, on est de plus en plus nombreux. Et j'aime beaucoup ce graphe, je dis toujours à mes étudiants de première année, s'il y a une illustration, un graphique dont ils doivent se souvenir toute leur vie après leurs études, c'est celui-ci. C'est une étude qui a été faite par Cohen en 1995 et qui a en fait montré le couplage qui existe entre la taille de la population humaine et l'énergie qui est consommée par les humains. Et vous avez ici, entre 1850 et 2000, vous voyez, à cette échelle, la population humaine, on a l'impression qu'elle augmente très sensiblement, mais vous avez vu plutôt qu'en fait, cet accroissement était déjà phénoménal. Il est surexponentiel et pas simplement exponentiel dans sa phase initiale. Et puis après, il suit ce modèle biologistique. Alors, on a l'augmentation de la population, mais on a évidemment l'augmentation de la consommation d'énergie par personne, avec ici une unité d'énergie. Et en fait, c'est la multiplication de ces deux courbes qui ont l'air assez bénignes à cette échelle, mais qui donnent tous les problèmes auxquels on fait face. Ça, c'est la courbe de l'énergie totale qui est consommée au cours du temps. Et vous voyez que c'est en train d'exploser beaucoup plus rapidement que la consommation par personne et beaucoup plus rapidement que notre taille de population. Ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé et beaucoup de nos politiciens nous font croire que si on descend la consommation d'énergie, ça peut être aussi de ressources, hein, par personne, ben on arrivera à l'équilibre. C'est peut-être pas si sûr qu'on arrive à l'équilibre. Peut-être qu'il faudra à un moment donné, je ne sais pas si on sera contraint par des événements extérieurs ou des événements comme celui qu'on est en train de vivre maintenant, le Covid, mais il est possible que notre population, qui va atteindre quelque chose comme 9 milliards en 2070, d'après les projections des démographes, possible qu'elle n'atteigne jamais cela ou que cette taille de population soit une taille non durable pour la survie de notre espèce sur le long terme, étant donné qu'on surexploite les ressources. Alors, vous avez ici les notions d'empreinte écologique. Je ne développe pas ça aujourd'hui, mais c'est évidemment lié à ces questions d'utilisation des ressources et d'exploitation de l'énergie. Tout ça nous mène actuellement à une surexploitation des ressources naturelles, à la pollution, évidemment, et c'est ce que les économistes appellent les externalités négatives. Alors, c'est un petit peu pédant comme terme, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous générez quelque chose de nouveau dans un système, ça a un coût, mais il y a aussi des répercussions pour le système, hein, ce qu'on appelle des feedbacks qui sont négatifs dans le cadre des externalités négatives. C'est-à-dire que chaque nouvelle technologie va apporter un petit plus, mais elle va générer des externalités qui peuvent être de plus en plus négatives. Et la question, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut aller en supportant des externalités négatives, parce que c'est en fait une dette qu'on a sur la planète et qui, à un moment donné, va devoir être payée. Ici, c'est la notion d'empreinte écologique, mais encore une fois, je ne vais pas développer cette notion aujourd'hui. Et puis, on a un autre phénomène qui est lié à tout ça, c'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. On a un scientifique, Hardin, qui a développé cette théorie dans les années 1960. Il a dit, la nature, les ressources naturelles, malheureusement, ça appartient collectivement à l'humanité. Et au niveau individuel, on n'en a pas pris la conscience de la responsabilité. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, si vous avez vécu, par exemple, dans une colocation, ou si vous avez des outils de travail que vous partagez avec d'autres personnes, par exemple un véhicule dans le cadre de votre travail, vous voyez bien que la manière dont un collectif gère une ressource qui est partagée est souvent plus déficiente, moins attentive que ce que ferait cette série d'individus si ce bien leur appartenait à titre strictement individuel ou privé au sein de la famille. Alors moi, j'ai un groupe de recherche à l'UNI avec des étudiants qui utilisent nos véhicules de l'UNI. Si vous voyez la carrosserie des véhicules de l'université de Berne qui sont utilisés par mon groupe, vous verrez ce que je veux dire. Je ne suis pas sûr que les étudiants géreraient leurs véhicules de façon aussi légère que les véhicules qui appartiennent à la collectivité. Et si vous avez vécu dans une colocation, vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y a toujours des petits malins qui arrivent à s'en tirer et qui ne font pas le travail collectif qui servirait aux autres.
Alors ça, c'est le problème qu'on vit avec la nature. La nature, c'est un bien commun qui appartient à tous, mais finalement, à l'échelon individuel, il y en a peu qui s'en sentent vraiment responsables. Alors, ce n'est pas un sort, cette tragédie des biens communs. Et là, on a une autre scientifique, Elinor Ostrom, qui est une Suédoise qui a reçu le prix Nobel pour ses grandes études dans le domaine des sciences sociales. Elle a montré que ce n'était pas inexorable, ce problème de la tragédie des biens communs, mais que ça demandait des changements au niveau de ce qu'on appelle les paradigmes sociétaux, c'est-à-dire de notre façon de vivre ensemble, si vous voulez. Donc, il y a des possibilités. Elle a montré que dans certaines sociétés, ça existe, mais c'est clair qu'à l'échelon global, actuellement, la société humaine ne se conforme pas, si vous voulez, à un pattern de vie en société qui est durable sur le long terme par rapport à l'usage qu'on fait de ces ressources de la nature. Alors, on revient à la 6e extinction de masse, qui a commencé, je vais vous le démontrer, au Paléolithique avec la surchasse. Et vous avez ici un graphe à gauche qui vous montre au cours du Phanérozoïque, donc cette période qui commence il y a à peu près 500 millions d'années avec les grands développements de la faune, notamment terrestre. Vous avez plusieurs épisodes, vous voyez ici, vous avez comme des entonnoirs, chaque étroiture dans cette succession ici marque en fait une extinction de masse, c'est-à-dire que selon les fossiles qu'on trouve notamment chez les organismes marins, on va avoir toute une série d'effondrements de cette biodiversité. Avec celle qui est la plus connue, c'est l'extinction de la fin du Crétacé, ce qu'on appelle la KT boundary, la limite KT, c'est la disparition des dinosaures. Mais si vous regardez bien, la disparition des dinosaures, par exemple, par rapport à l'extinction de la fin du Permien, elle est assez ridicule. La plus grande extinction qui ait jamais eu sur Terre, c'est celle qui a marqué la transition entre le Permien et l'ère du Trias. Alors voilà, ça c'est un graphe qui est un petit peu plus compliqué à comprendre. Mais on étudie les fossiles marins, mais on étudie aussi les fossiles terrestres. Et les scientifiques, depuis maintenant 30 ou 40 ans, essayent de comprendre pourquoi certains grands animaux qui vivaient dans nos écosystèmes ont disparu. Alors, très souvent, on pense que, par exemple, le mammouth, le rhinocéros laineux, etc., sont des espèces qui ont disparu simplement parce que le climat a changé. On est en train un peu de revoir cette théorie et on pense de plus en plus que les grands animaux, ce qu'on appelle la mégafaune, c'est-à-dire les individus qui pèsent plus de 94 grammes, qui pèsent plus de 44 kilos, en fait, ont été ceux qui ont été le plus marqués par des extinctions relativement récentes. Alors, vous savez que l'homme est parti d'Afrique, il a colonisé l'Eurasie, il est arrivé en Océanie, et puis beaucoup plus tard, il a traversé le détroit de Bering et est arrivé dans les deux continents américains, Amérique du Nord en premier, Amérique du Sud en deuxième. Et en fait, chaque fois que l'être humain arrive dans une zone où il n'était pas en coexistence, qu'on appelle en sympatrie avec les grandes bêtes, eh bien, il va provoquer leur extinction. Alors ici, vous avez la situation de l'Afrique qui est paradoxale parce qu'en Afrique, il y a effectivement très peu d'extinction parce que Homo sapiens est apparu il y a 200-400 000 ans en Afrique, mais les ancêtres d'Homo sapiens étaient déjà des chasseurs, hein, Homo erectus, les pithecanthropes, etc., ce qui fait qu'on n'a pas d'extinction de la faune africaine. Par contre, si on passe en Europe, on s'aperçoit qu'on a toute une grande faune qui vivait à une époque donnée, le Pléistocène, qui a disparu. Et puis en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus catastrophique, ces disparitions. Et vous voyez qu'ici, on a ces icônes d'animaux qui sont teintés. Si c'est teinté en rouge, ça veut dire que, en fait, c'est les humains qui sont essentiellement responsables de cette extinction. Et puis, si c'est en bleu, on pense que c'est plutôt le climat. Mais même pour l'Europe, où pendant longtemps, on a pensé que le climat joue un grand rôle, on est en train de revenir sur ces hypothèses et on pense maintenant que la plus grande majorité des grands animaux qui vivaient en Eurasie ont été en fait surchassés par l'homme. Et puis un cas très flagrant, c'est évidemment l'Océanie, où là, vous avez les humains qui arrivent il y a à peu près 45 ou 50 000 ans, et toute la grande faune des marsupiaux et des grands oiseaux géants va disparaître en quelques millénaires, parce qu'on a des animaux qui ne sont pas adaptés à vivre avec l'homme, qui ne savent pas ce que c'est que ce prédateur hyper technologique qui va pouvoir les décimer, donc ils sont désemparés et ils disparaissent assez rapidement face à l'homme. Alors ici, vous avez simplement, si on regarde les genres, hein, ce n'est pas les espèces, c'est les genres de mégafaune du Pléistocène, vous avez les pourcentages indiqués par rapport aux différentes régions du monde de ces genres qui se sont éteints et essentiellement
à cause de la pression humaine. Alors, on peut illustrer tout ça. Vous avez ici, dans différentes régions du monde, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Europe et d'Afrique du Nord, vous avez des représentations rupestres, des peintures rupestres qui montrent des scènes de chasse, hein, avec différentes espèces animales dans différentes régions du monde. Et puis, si on vient plus près de chez nous, vous avez ici, c'est la grotte Chauvet en Ardèche. Ça, c'est une photo qui a été faite parce que vous pouvez visiter le facsimilé de la grotte, mais pas la grotte pour des questions de protection. C'est une grotte qui a été découverte, si je ne fais erreur, il y a 20 ou 25 ans. Et là, c'est absolument fantastique, l'illustration, ces animaux qui sont vraiment très grands, hein, sur ces parois. Et vous voyez ici une série d'animaux. Alors normalement, quand je donne cette conférence, je pose la question aux gens, qu'est-ce qu'ils reconnaissent, mais on ne va pas faire ce petit jeu-là. Donc vous avez ici, par exemple, un cheval sauvage. Vous avez là l'auroch. Vous avez là le rhinocéros laineux. Et puis ici, vous avez un lion des cavernes. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est paradoxal? C'est que les 4 espèces qui sont illustrées là, elles sont toutes éteintes. Donc, il y a 30 000 ans, 40 000 ans, nos ancêtres peignaient ces animaux. Évidemment, on dit qu'ils avaient cette conscience de l'âme animale, etc. Mais n'oubliez pas que c'était leur subsistance. C'est peut-être pas par hasard s'ils peignaient ces animaux, c'est qu'en fait, ils en dépendaient de façon quasi absolue, hein. C'était leur subsistance, c'était ces animaux. Et toutes ces espèces, eh bien, elles sont éteintes. Alors, en quelques dizaines de milliers d'années, nos ancêtres ont participé, probablement à grand renfort de parties de chasse très intensives, à la disparition de ces espèces. Et peut-être que le phénomène climatique a aussi joué un rôle, mais actuellement, on est en train de revoir, comme je l'ai dit, ces hypothèses. Et puis, si on avance avec le temps, on a cette extinction des espèces qui va s'accélérer avec l'avènement de l'agriculture. Et pourquoi? Parce que l'agriculture, elle résulte de la déforestation, et Dieu sait si on le fait encore aujourd'hui. Et en déforestant, on détruit des écosystèmes hyper complexes, hyper riches en espèces, et on les remplace par des écosystèmes qui sont totalement appauvris. Et il suffit de regarder le paysage de la Suisse pour s'en rendre compte. Vous avez ici une vue, hein, de la Suisse à partir des hauts de la Haute-Savoie. On s'aperçoit que dans ce paysage, on n'a plus que des fragments de forêt. Pratiquement tout a été transformé en agriculture dans un premier temps, puis évidemment, il y a quelques zones urbaines dans ces milieux. Ça, c'est quelque chose qui se répète partout sur la planète, et encore actuellement, comme vous le savez, dans les régions comme l'Asie du Sud-Est, comme le bassin du Congo, comme l'Amérique du Sud, on déforeste. Mais on oublie que c'est encore le cas, par exemple, en Amérique du Nord ou actuellement en Russie, où il y a des déboisements vraiment massifs de forêts, parfois des forêts primaires, que l'on ratiboise pour avoir des ressources en bois, d'une part, et surtout pour cultiver le sol. Vous avez ici une carte que je trouve très exemplaire qui montre la situation des boisements en Amérique du Nord en 1620, donc avec l'arrivée des premiers colons qui s'installent vraiment, le début de la ruée vers l'or également, et puis la situation de ces forêts en 1920. Vous voyez que surtout dans la partie est des États-Unis, qui était vraiment un pays très très boisé, on a quasiment tout ratiboisé, il ne reste plus que des fragments de ces forêts dans les zones de montagne et les zones inaccessibles. Cette déforestation, elle se poursuit. Le cas de l'Amazonie, tout le monde a entendu parler, mais je trouve que c'est quand même toujours intéressant de regarder ces photos. Vous avez ici une zone de forêt pluvieuse en Bolivie. Alors, vous devinez là un cours d'eau. Souvent, on pénètre dans ces grands massifs forestiers via les voies navigables, évidemment. La situation en 1992, on voit que la déforestation a fait son chemin. Et puis la situation en l'an 2000, alors je n'ai pas cherché des photos plus récentes, mais vous voyez que tout ce qui est basse altitude a été converti. Et ce que vous voyez là, c'est le début de la cordillère des Andes, ou un massif périphérique. Et là, en fait, on n'a pas eu de colonisation par l'homme parce que c'est pentu. Le relief accentué ne permet pas la déforestation et la mise en culture. Alors, ceci a des répercussions, évidemment, sur la biodiversité, mais je vous rappelle quand même que ça a des répercussions aussi sur notre espèce, parce que notre espèce, elle a développé des savoirs dans toutes les régions du monde, des cultures qui sont uniques, qui sont vraiment d'une diversité incroyable, et cette diversité, elle disparaît avec l'homogénéisation qui est due notamment à la déforestation. Et on continue, ce qu'on a vécu depuis en fait des décennies maintenant, en Amazonie, se poursuit maintenant en Asie du Sud-Est à grande
renfort de déforestation. Évidemment, c'est pour la culture de l'huile de palme, dont on aura bientôt en fait un sujet de scrutin en Suisse. Et si vous regardez une île comme Bornéo, donc en Indonésie, regardez le couvert forestier de Bornéo en 1950, il était quasi total, et en 2020, on a déjà perdu plus de la moitié, environ les 2/3 de ces zones boisées. Évidemment, là, ça a des répercussions évidemment sur les cultures humaines, mais sur des espèces emblématiques. On pense à l'orang-outan dont vous avez tous vu les images, ces orang-outans désemparés qui, en fait, essayent d'échapper à la déforestation. L'industrialisation, à la suite de l'agriculture, elle va encore exacerber l'érosion de la biodiversité et puis elle va mener à la destruction du climat planétaire. Alors moi, j'utilise le terme de destruction du climat et pas de changement climatique parce que quand on dit changement climatique, on a l'impression que c'est neutre. Et je trouve que ce n'est pas correct d'appeler ça le changement climatique, on devrait appeler ça la destruction du climat. Alors vous connaissez tous en fait ces graphes, on a une augmentation des concentrations des gaz à effet de serre comme le CO2 et le méthane dans l'atmosphère, et ça engendre évidemment des changements au niveau des températures et des régimes météorologiques, des régimes de pluie et des régimes de température. Avec des répercussions qui sont connues de tout le monde, la calotte polaire arctique, entre 1980 et 2000, elle a perdu à peu près 20% de ses glaces, et vous savez que ça se poursuit. Ici, on a évidemment à nouveau des implications sur la culture des Inuits, toutes les personnes qui vivent dans ces régions-là, au Groenland et ailleurs. Et puis, on a la biodiversité qui souffre avec l'emblème, l'ours blanc, qui est l'espèce emblématique de ces systèmes. Voilà. Alors, si on veut maintenant essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, il faut bien comprendre qu'à l'échelle de la biosphère, on a plusieurs cycles biogéochimiques. Et ces cycles biogéochimiques, ils font qu'on peut avoir de la vie sur Terre et qu'on peut vivre sur Terre en tant qu'être humain. Mais cet équilibre naturel au niveau des cycles biogéochimiques, il est en rupture actuellement. Et si l'on regarde les 9 cycles biogéochimiques principaux qui sont représentés ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sur ces 9, il y en a 3 maintenant qui sont enfoncés. J'utilise ce terme, ça veut dire qu'en fait, on a surpassé ce qui était le niveau de leur durabilité. Alors, vous avez ici l'ampleur de l'enfoncement, si vous voulez, de ces cycles géochimiques. Et puis, au centre, vous avez la zone de durabilité, c'est-à-dire que si vous restez dans ce périmètre, eh bien, vous êtes dans un système qui est encore à l'équilibre, en tout cas dans une perspective humaine. Je ne parle pas peut-être de la perspective de la faune et de la flore et des micro-organismes. Et comme vous le voyez ici, on a le changement climatique, la destruction du climat, on a le cycle de l'azote et puis on a la biodiversité. Alors, on se rend compte quand on regarde ce graphe, c'est qu'on est très focalisé actuellement sur le troisième de ces facteurs, qui est le changement climatique dû à la génération de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone et le méthane dans l'atmosphère. Mais on s'aperçoit qu'on a la biodiversité qui est en fait beaucoup plus mise en danger même que notre climat. Regardez l'ampleur de ce phénomène, surtout dû à la déforestation. Et puis alors, de l'autre côté, on a la rupture du cycle de l'azote avec l'intensification agricole. Vous savez qu'on surnitrifie en fait nos systèmes pour augmenter la production agricole. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce qu'on est très focalisé sur cette destruction du climat, mais en fait, on occulte pas totalement l'intensification agricole, mais actuellement, on occulte surtout le problème de la biodiversité. Donc, on n'a pas réalisé, et vous avez peut-être tous vu ces cartoons où on voit quelqu'un sur une plage avec la vague du Covid qui lui arrive, disons, aux épaules. Puis derrière, on a la vague du changement climatique qui doit faire 3 mètres de haut. Et puis on voit une immense vague en dernier lieu qui est une espèce de tsunami qui doit faire 30 mètres de haut puis qui arrive sur cette personne sur la plage. Ça pourrait être ça qui nous attend malgré tout quand on considère ces cycles biogéochimiques. L'agriculture a évidemment un rôle hyper important à jouer dans cette déstabilisation de notre biosphère. Bon, maintenant, il y a un autre aspect qui est important et conceptuellement qui permet de comprendre ce qu'on fait à notre environnement en mesurant l'ampleur. Vous savez que la biosphère, notre planète, elle produit sous l'effet du soleil, du rayonnement solaire, des sels minéraux et de l'eau, elle produit de la masse dite organique. Elle produit des plantes, elle produit des animaux.
Et en fait, tout ce qui est produit chaque année par notre biosphère en termes de tissus organiques, animaux, plantes, micro-organismes, etc., c'est ce qu'on appelle la production primaire brute. À ça, on doit soustraire ce qui est nécessaire à la reproduction, par exemple des plantes ou des animaux, et puis on obtient la production primaire nette. Et si on regarde, en fait, toute cette production primaire nette à l'échelon de la planète, qui est grandement monopolisée par la production agricole, on s'aperçoit que si on regarde à l'échelon de la biosphère, y compris les écosystèmes marins, un quart de cette production primaire nette, annuellement, est redirigé pour les activités humaines. Et puis si on regarde simplement la productivité primaire nette terrestre, donc on ne tient pas compte des océans et des mers, on obtient en fait, maintenant on est plutôt proche de 55% de cette production primaire nette qui est utilisée par et pour les activités humaines directement ou indirectement. C'est-à-dire par exemple l'agriculture, si vous élevez des bœufs, c'est pour les hommes, d'accord? Donc ça va faire partie de cela. Alors, pourquoi je dis que c'est un grand principe de base? Parce qu'il faut bien comprendre que plus on soustrait de cette production primaire nette, marine ou terrestre, à nos écosystèmes, moins ils sont disponibles, moins elle est disponible, cette production primaire nette, pour les autres organismes. Et un des gros soucis que l'on a, c'est d'essayer de restituer une part de cette productivité primaire nette pour les autres organismes. Et une des grandes questions de la biologie de la conservation ou de l'écologie de la restauration, donc c'est un peu mon métier, mais de toutes les activités des naturalistes, des protecteurs de la nature, etc., ça serait comment est-ce qu'on peut augmenter cette production primaire nette pour la biodiversité en plus de ce que les hommes utilisent? Comment est-ce qu'on peut essayer de retrouver une espèce d'équilibre? Alors, vous voyez bien que par rapport à cela, si vous voyez ce concept, quand on dit dans l'agriculture, il faut mettre des zones qui sont marginales, qu'on ne cultive pas, des bandes herbeuses, etc., ben c'est ça. On essaye de faire en sorte que la productivité primaire nette ne soit pas utilisée par l'homme, mais qu'une partie puisse être restituée aux autres organismes vivants, micro-organismes, plantes et animaux. Alors, dans cette mouvance, ben, j'ai eu la chance d'obtenir la première chaire de biologie de la conservation, donc la discipline qui se préoccupe de ces questions de biodiversité, de sa conservation et de sa restauration, en 2001. Et puis là, je vais vous poser une question. Évidemment, vous n'allez pas vraiment pouvoir répondre parce qu'on ne peut pas jouer ce petit jeu-là sans un public réel. Selon vous, quel est le type d'écosystème qui a été le plus dégradé au cours du siècle passé en Suisse? Alors, je laisse un petit moment pour réfléchir. Inutile de scanner le code QR, ça vous amènera à quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas la réponse, c'est juste comme ça, graphiquement. Quel est le type d'écosystème qui a été le plus dégradé au cours du siècle passé en Suisse? Alors, la plupart des personnes disent les zones humides ou les rivières. Eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas ça. Ce sont les prairies à fleurs qui ont en fait fondu comme peau de chagrin. Alors, c'est paradoxal parce que c'est un habitat secondaire créé par l'homme, mais c'est cet habitat-là qui a le plus souffert parce qu'on a intensifié les modes de production agricole. Vous avez ici une carte de la Suisse qui reconstitue la situation des prairies à fleurs, donc des prairies qui ont une valeur biodiversitaire en 1900. Et regardez bien, ça c'est ce qui nous reste aujourd'hui. Donc on a perdu 95% de la surface de ces prairies à haute valeur biodiversitaire en l'espace d'un petit peu plus d'un siècle. Et c'est pour cela, en fait, que dans mon groupe de recherche, subventionné par le Fonds national d'ailleurs, avec l'appui de la Confédération et des cantons, on a un vaste programme depuis maintenant 2010 qui cherche à voir comment est-ce qu'on peut exploiter ces zones herbagères tout en faisant en sorte qu'on maintienne le maximum de biodiversité possible. Parce que dès le moment où vous nitrifiez ces surfaces, elles perdent toute leur biodiversité. Et on se dit qu'il doit y avoir quelque part un compromis, et on l'a déjà montré pour les prairies de montagne, qu'il y a un compromis entre la charge en intrants, c'est-à-dire les fertilisants, l'irrigation, et puis, si vous voulez, les bénéfices pour la biodiversité. On peut trouver des points d'équilibre, mais évidemment, ce n'est pas facile à mettre en place. Voilà. Pourquoi préserver la nature et la biodiversité? Alors, on l'a vu, tout ça ne va pas très bien. Ça fait longtemps qu'on tape dans le système sans beaucoup de considération. Et dans un premier volet, j'aimerais vous montrer que sans la nature et la biodiversité, ça serait difficile de vivre comme société humaine sur cette terre. Mais on va voir qu'il n'y a pas que
anthropocentrée ou anthropocentrique qui est importante à considérer, mais j'y reviendrai dans un deuxième temps. Donc, quand on parle des bénéfices de la nature et de la biodiversité pour l'homme, en termes plus techniques, on parle de services écosystémiques. D'accord. Alors, vous avez tout en bas ici ce qu'on appelle le capital naturel, avec des services écosystémiques qui sont dits des services de support, c'est-à-dire la formation des sols, la production primaire, brute et nette dont on vient de parler, le cycle des nutriments. Ça fait partie de notre capital naturel. Ça existe, ça se gère tout seul, on peut en profiter. Après, vous avez parmi les services importants, les services de régulation, la régulation du climat, la régulation du régime des eaux. Évidemment que la biodiversité participe de ça avec une très grande ampleur. Après, vous avez les services de production, par exemple, fournir de l'eau potable, fournir des minerais, du bois ou de la nourriture. Vous avez les services culturels, le tourisme, les loisirs, la spiritualité, l'esthétique. Et puis, tout ça constitue les éléments du bien-être humain, en termes de sécurité, d'alimentation, de logement, de santé, de relations sociales, etc. Donc, en fait, le socle sur lequel on vit, c'est quand même le capital naturel et les services que la nature nous fournit, qu'on appelle aussi les bénéfices de la biodiversité pour l'homme. Alors, un exemple qui est bien connu, qui est tout le temps sorti un petit peu partout, de services écosystémiques, c'est la pollinisation. Alors, il y en a plein des services écosystémiques, mais prenons celui-là juste pour voir en fait l'importance qu'il a. On sait que ce sont surtout les insectes, mais il y a aussi des oiseaux et des chauves-souris, comme vous le voyez ici, qui participent à la pollinisation de ces plantes. Et on estime que 35% des produits agricoles dans le monde entier dépendent de la pollinisation. Et la valeur de ce service écosystémique a été estimée à 250 milliards de francs par an, ce qui représente 10% de l'économie alimentaire mondiale. D'accord. Donc, il faut se rendre compte que ces organismes, ils ont quand même un rôle crucial à jouer et du point de vue économique, ils sont vitaux. Si on continue à les dégrader, vous savez très bien que les insectes et leur population sont en train de s'effondrer, à cause de l'usage des pesticides, bien entendu, mais aussi parce que les habitats fondent comme peau de chagrin. Et on a de moins en moins d'habitats de qualité qui peuvent héberger des insectes. Ça, c'est un premier aspect de service écosystème. Et puis, ensuite, la biodiversité, c'est aussi une assurance écologique. La richesse en espèces fait que votre système, il va plus se maintenir en cas de coup dur. Alors, je parle ici d'effet de portfolio, c'est-à-dire que vous savez tous très bien que si vous avez des actions, ce qui n'est pas mon cas, à part via ma caisse de pension, mais si vous avez des actions, vous savez très bien que diversifier votre portefeuille d'actions, c'est la meilleure manière d'avoir une rentabilité et des dividendes sur le long terme. Mettre tous ses œufs dans le même panier, on connaît l'histoire, ça peut être catastrophique. Alors, c'est exactement la même chose avec la biodiversité. Vous avez ici dessous un graphique qui montre des prairies de montagne. Alors, la prairie de gauche, vous voyez, on a symbolisé ici avec des fils de fer, des clous, des vis, etc., toutes les interactions qu'il y a entre ces différents éléments qui occupent différentes niches, donc qui exploitent les ressources de cette prairie, de ces herbages différemment. Puis là, vous avez dans une zone érodée qui, par exemple, a été surpâturée par les moutons, les vaches, vous avez une perte de la diversité avec l'érosion qui peut être entraînée. Vous comprenez, sur la base de ce schéma, quand vous avez un système diversifié, un portfolio écologique, si vous voulez, eh bien, vous avez beaucoup plus de résistance à un coup dur. Et là, quand vous avez une situation comme ça, le coup dur peut passer un point de non-retour et faire que, si l'érosion s'empare de votre versant, il faudra des siècles, si ce n'est des millénaires, pour parvenir à restituer quelque chose qui ressemble à un certain équilibre. Une autre vraiment grande fonction de la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la résilience écologique. Alors maintenant, c'est un terme que tout le monde connaît, la résilience, parce que quand on a une période de crise, quand on a une attaque terroriste, etc., on parle beaucoup de résilience, et c'est au niveau des émotions et de la psychologie, mais en écologie, c'est exactement la même chose. J'essaie de vous donner quelque chose d'un peu imagé, mais si vous avez des écosystèmes qui sont perturbés, la complexité, la diversité de ces écosystèmes va décider si votre équilibre écologique peut revenir à un état antérieur ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'il est résilient, votre système. Alors là, on a 3 vignettes qui montrent
des paysages agricoles. Vous avez ici un paysage intensifié où on a enlevé toutes les structures naturelles, on a canalisé la rivière. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus de nature dans ce système, donc il y a peu d'espèces. Là, vous avez un système intermédiaire avec encore une certaine diversité, mais la rivière est déjà canalisée, etc. Et puis enfin, vous avez un paysage hyper diversifié qui héberge une grande palette d'espèces. Alors, cette complexité du paysage, elle va corréler avec le gradient d'intensité agricole. Et si on regarde le nombre d'espèces que l'on a dans ces systèmes, alors je n'entre pas dans les détails des A, bêta, gamma, c'est des catégories de biodiversité qui considèrent la richesse en espèces. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que si vous avez ici l'axe du temps, vous avez une perturbation qui est marquée par cette flèche. Vous avez ici l'état de la biodiversité représenté par cette ligne tel qu'il est avant la perturbation. Ben, dans un système très simple, vous avez un effondrement des services écosystémiques qui sont procurés par ce système, et puis un retour progressif, mais à bas niveau, qui n'atteindra plus le régime antérieur. Si vous avez un paysage légèrement diversifié, ça va prendre un certain temps, mais vous retrouvez l'équilibre. Et puis si votre paysage est hautement diversifié, l'impact est faible et le retour à la normale est très rapide. Alors un exemple, c'est le contrôle des ravageurs dans l'agriculture. Hein. C'est un service écosystémique, le contrôle des ravageurs. Et quand vous avez une diversité d'espèces, comme vous l'avez ici dans ces paysages, surtout celui du bas, eh bien, vous savez que votre service écosystémique, en cas de coup dur, il va pouvoir être restauré à un niveau acceptable. Mais quand vous avez quelque chose qui est déjà dégradé, comme le paysage du haut, vous n'arrivez pas à retrouver cet équilibre préalable. Voilà. Donc, on a vu que finalement, on avait intérêt à préserver la biodiversité, la nature pour nous-mêmes. D'accord. Donc, en fait, dans l'acception générale, on a ce capital naturel, ces processus et services écosystémiques, les bénéfices de la nature pour l'homme, et puis on a notre bien-être tout au sommet comme un peu les rois de la création, si vous voulez. Hein, c'est un peu ça, pour ça qu'on se prend. Dans la réalité, il y a un risque à tout vouloir rendre ou voir dans une perspective anthropocentriste, et je vais reprendre l'exemple de notre pollinisation et vous expliquer pourquoi. Parce que si on a une approche purement utilitaire de la biodiversité, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut vraiment nous servir, et puis on se dit on garde ce qui nous sert, on se débarrasse du reste, eh bien à terme, on risque de déchanter parce que beaucoup de ces services, on peut finalement les manufacturer. Vous avez ici une abeille qui va polliniser ce qui doit être un iris. Là, vous avez une chauve-souris qui va polliniser un cactus ou un agave. Hein. Vous savez que les chauves-souris en Amérique centrale sont responsables en fait de la fertilisation des cactus dont on tire par exemple la tequila, l'alcool mexicain. Eh bien, il y a des personnes qui se sont dit, mais attendez, on peut manufacturer des pollinisateurs. Il suffit de faire des mini-drones qui vont avoir des caméras, qui vont reconnaître les corolles des fleurs et puis qui vont les butiner. Alors vous rigolez en disant c'est de la science-fiction. Ça, c'est une image de science-fiction, mais il y a déjà des drones qui sont développés maintenant pour assurer ce système de pollinisation. Donc en fait, si on veut mettre une valeur commerciale en fait à un organisme qui assure un service écosystémique, il faut faire très attention parce que vous vous rendez bien compte qu'à court terme, celui qui veut se faire du fric, il a intérêt à développer le robot ou le drone qui est capable de faire cette fonction, et puis personne ne s'occupera en fait de maintenir ce service qui existe naturellement dans les écosystèmes. Alors vous pouvez peut-être penser que c'est de la science-fiction, mais je pense qu'on est beaucoup plus proche d'en arriver là que ce qu'on peut bien penser si on ne fait pas attention. Donc la biodiversité nous est vitale, mais elle existe aussi en propre. Et cette perspective anthropocentrée, où la valeur utilitaire ou utilitariste en fait est prédominante, elle devrait gentiment laisser la place à ce qu'on appelle la valeur d'existence de la biodiversité. Vous avez ici une représentation qui montre le mode égologique dans lequel on vit. Alors évidemment, on met l'homme au sommet. Vous remarquez que la femme, elle n'est pas au sommet, mais qu'elle est dessous au niveau des baleines. On passe cette bêtise. Et puis alors, on a des systèmes qui sont autoritaristes, dualistes, non durables, etc., etc. Et il faudrait passer à un système qui est non pas égologique, mais écologique, où finalement chaque élément du système est important. Il n'y a pas de hiérarchie entre les pièces du système. Et en fait, on a une multitude d'interactions entre ces pièces. On devrait peut-être mettre les interactions là-dessus. Alors, vous voyez que ceci nécessite un changement de paradigme
Et je refais le lien avec ce que disait Elinor Ostrom au début. Il faut arriver à concevoir en fait notre utilisation des ressources de l'environnement, des ressources naturelles, de manière différente de ce que l'on fait aujourd'hui. Ce changement de paradigme, il est de type copernicien. Pourquoi de type copernicien? Souvenez-vous, au Moyen-Âge, début de la Renaissance, il y a des gens qui ont commencé à dire mais ce n'est pas la Terre qui est au milieu du système solaire, c'est le Soleil et puis la Terre tourne autour. Ça a été un changement complet de perspective, on est d'accord, avec beaucoup de résistances, même des résistances des plus érudits, comme par exemple l'Église catholique, qui a, comme vous le savez, condamné certains de ces astronomes en disant vous dites des bêtises. Mais je pense qu'on est exactement dans le même système actuellement, c'est qu'on ne voit pas, parce qu'on se place au centre, qu'on est partout, on ne voit pas qu'en fait, on n'est pas le centre du système, on n'est qu'un élément, et que si on ne fait pas attention au reste du système, ben on se trompe de perspective et on risque d'aller vers une forme de chaos progressif. Voilà, la vie, la biodiversité existe aussi en propre, et c'est ce qu'on appelle la valeur d'existence de la biodiversité. Et puis la biodiversité, et là j'y viens, ça sera un peu la fin de ma démonstration de pourquoi maintenir la biodiversité, pourquoi la restaurer, c'est qu'elle est source d'inspiration et d'émotion. Ça, c'est très important parce que finalement, on protège bien que ce qu'on aime et il faut vraiment avoir une capacité d'émerveillement face aux beautés du monde si on veut arriver à préserver ce qui nous entoure. Ces tangaras d'Amérique du Sud, on pourrait croire qu'ils ont été inventés par des peintres tellement ils sont riches en couleurs, etc. Et c'est la sélection naturelle et la sélection sexuelle, c'est-à-dire les principes de l'évolution darwinienne, qui ont modulé ces espèces de cette façon-là. Ils appartiennent tous à la même famille, mais ils ont développé des couleurs, des formes qui sont absolument extraordinaires. Ici, vous avez encore d'autres tangaras, magnifiques oiseaux. Vous avez les colibris, des petites merveilles, prouesse technique, hein, et prouesse et beauté. Et puis alors, évidemment, il n'y a pas besoin d'aller sous les tropiques pour avoir des sources d'inspiration. Mais si vous prenez une loupe et puis que vous allez regarder en fait dans les prairies, surtout sur les graminées, les cicadelles d'Europe centrale, et pas des animaux exotiques hein, que je vous montre là, c'est une palette de cicadelles qui vivent chez nous. Prenez une loupe et allez regarder dans l'herbe les cicadelles. Elles sont absolument extraordinaires, elles n'ont rien à envier à la beauté des tangaras et d'autres espèces animales qu'on trouve aux quatre coins du globe. Voilà. Perdre la biodiversité, c'est aussi se priver de fertiles interactions entre la nature et la culture. Alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu moins compris, mais les sources d'inspiration de la nature sont infinies. Quand vous voyez les palettes de couleurs des tangaras et des colibris, je pense que vous êtes convaincus. Mais il faut voir qu'il y a beaucoup plus de liens qu'on imagine. Alors vous avez ici cet oiseau qui s'appelle le bruant ortolan, avec sa répartition, quand j'étais jeune ornithologue, que je commençais à faire mes pas en vallée, eh bien, on avait une population qui était relativement dense et bien distribuée entre la vallée de Conches et le lac Léman. Hein. C'était la fin des années 1970. Cette espèce, au début des années 2000, elle n'avait plus que quelques petits bastions. En 2014, il y a eu la dernière nidification, et en 2016, on a pu considérer que l'espèce était éteinte comme nicheuse. Il faudra encore attendre 5 ans, ou ça devrait être, normalement c'est 10 ans, il faudrait encore attendre jusqu'en 2024 pour pouvoir déclarer cette espèce éteinte, parce qu'actuellement, elle est quasi éteinte, mais elle n'est pas encore totalement éteinte selon les critères qu'on applique. Il faut attendre 10 ans. Cette espèce, c'est une espèce de notre culture européenne. Vous avez ici, en fait, des personnes qui dégustent sous un foulard cette délicatesse gastronomique, l'ortolan, qui est dégusté de cette manière pour avoir les effluves de cette viande qui est apparemment délicieuse. Le problème, c'est que la gastronomie, l'ortolan en gastronomie, décime les populations parce que cette espèce est surchassée, notamment dans le bassin méditerranéen, au nord de la Méditerranée comme au sud, dans le sud-ouest de la France comme dans les Landes. Et la petite histoire nous explique qu'une semaine avant de mourir, François Mitterrand a encore fait une dégustation d'ortolan parce que c'était un de ses mets préférés. On a fait des études avec des collègues du Muséum de Paris, des Suédois et pas mal de collègues à travers toute l'Europe, et on a montré en fait que cette chasse en fait illégale dans l'ouest de
dans l'ouest de la France, en fait, décimer les populations d'ortolans du Nord. Et les Français ont voulu continuer cette chasse pendant très longtemps, et maintenant, cette chasse a été bannie, et ils sont condamnés s'ils pratiquent cette chasse. Maintenant, je reviens plus ou moins à notre lien. Alors, on a un lien déjà ici avec la culture, la gastronomie, mais il y a d'autres liens aussi qu'on peut voir entre la biodiversité et puis notre culture. Alors, vous avez ici le bruant ortolan et on va écouter son chant. J'espère que vous l'entendez parce que ça devrait passer, mais je ne suis pas sûr. Hein. Si jamais vous me direz plus tard si ça passe. D'accord. Ça, c'est le chant de notre bruant ortolan, un chant assez plaintif. Les paysans disaient, quand l'ortolan chante, il dit blé, blé, blé les murs. D'accord. Alors, regardez. Ou écoutez plutôt. Alors voilà, Beethoven vivait dans les grandes plaines d'Allemagne où probablement l'ortolan était un des oiseaux les plus courants et beaucoup de personnes pensent que avant en fait de perdre l'audition, comme vous le savez tous, eh bien, il était très sensible au bruit de la nature et qu'après, quand il est devenu sourd, il a continué à transmettre, à transcrire en musique les sons qu'il entendait dans la nature. Hein. Et là, vous avez typiquement l'ouverture de la 5e symphonie qui peut-être a été inspirée de l'ortolan qui était commun à l'époque dans les paysages où allait probablement se promener Beethoven. Les extinctions ne sont pas un sort inéluctable. On a vu beaucoup d'espèces sont en train de régresser, ont des tailles de population qui s'effondrent, mais jamais rien n'est inéluctable si on s'y prend à temps. Ici, vous avez l'exemple du gypaète barbu. Vous savez, ce rapace a disparu au début du XXe siècle des Alpes, et puis il a été réintroduit à partir de 1986 dans les Alpes, et aujourd'hui, c'est une espèce qui est relativement courante dans les Alpes. Si vous allez vous promener en montagne, pratiquement partout en vallée, vous avez une chance assez élevée, une probabilité assez élevée de rencontrer un gypaète. Et ça, c'est une source d'émotion. Pourquoi? Parce que le gypaète est très curieux, il vient souvent voler au-dessus des humains. Et si vous avez eu la chance d'être survolé par un gypaète à 15 ou 25 ou 30 mètres un jour dans une excursion, c'est quelque chose que vous n'allez jamais oublier. C'est quelque chose de très, très spectaculaire et qui est émotionnellement très fort. Qui a dit ceux qui ont le privilège du savoir ont la responsabilité d'agir? Alors, ça, c'est quelque chose qui peut-être n'est pas très important pour vous, mais c'est quelque chose que je montre toujours à mes collègues biologistes et scientifiques, parce que quand on a la chance de connaître et de voir ce qui se passe dans le monde, on a aussi la responsabilité de faire en sorte que les choses changent, c'est-à-dire qu'il faut informer les gens, et puis après, il faut essayer de mettre la main à la pâte pour faire en sorte que les choses bougent. En tout cas, c'est mon credo, et en fait, celui qui a émis cette phrase, c'est ni moins ni plus que Einstein. Venons maintenant à ma question du pacte entre l'homme et la nature, entre la biodiversité et la culture. Alors, on l'a vu, on a été en rupture. Ma thèse, c'est qu'il n'y a vraiment, probablement jamais eu de vrai pacte avec la nature. On a toujours exploité les ressources naturelles aux limites de ce que la technologie nous permettait. Et maintenant, on s'aperçoit très bien que cette technologie, elle nous fait aller droit dans le mur. Ceux qui doutent encore de cela, je ne sais pas où il vit et comment il s'informe, mais enfin, c'est une réalité. Et je ne parle pas simplement de la destruction du climat, mais de l'ensemble des problèmes de la biosphère. Alors, en fait, si on doit essayer de remettre une partie de cette productivité primaire nette, souvenez-vous, à disposition des autres espèces, il faut le faire partout où on peut. Alors, il y a des tas de zones où on ne peut pas, parce que finalement, on a goudronné une route et vous voyez bien qu'on ne peut pas faire pousser des buissons sur une route. Mais on peut considérer tous les types d'écosystèmes, même ceux qui sont les plus anthropisés, comme étant potentiellement des zones où la nature peut vivre. Vous avez ici ces tours qui ont été construites à Milan, avec des balcons suspendus végétalisés, et ça a été fait pour des questions climatiques, mais vous pouvez bien imaginer qu'il y a plein d'espèces qui vont profiter de ce genre de structure. Et je pense que plutôt que d'avoir un futur minéral et asphalté, on devrait vraiment essayer de se poser
la question de pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus d'habitats humains sous cette forme-là. Vous avez ici un autre exemple, c'est une zone industrielle près de Thun. Là, vous avez l'art avec les gens, vous savez, en été, c'est couvert de monde qui se laisse voguer en canot ou en kayak ou canoë sur l'art. Et puis, vous avez ici une zone artisanale, ici une zone industrielle, là, vous avez une zone résidentielle. Et puis là, on a une ancienne friche qui a été transformée en biotope. Vous voyez, il y a des étangs qui ont été créés, des petites structures. Et c'est absolument incroyable quand vous avez en plus une connexion avec ici une rivière, la palette d'espèces que vous pouvez abriter dans une petite oasis de ce type-là. Et ce genre d'exemple, on pourrait le multiplier à l'infini pour créer des réseaux, même dans les zones urbanisées, pour faire en sorte que la nature puisse continuer à survivre et maintenir ses richesses biodiversitaires. Là, vous avez une zone agricole renaturée, c'est dans le Zéland bernois. Alors, autrefois, le paysage, c'était comme sur les schémas que je vous ai montrés avant, tout était ratiboisé, pas de haies, rien du tout. Et là, vous voyez, on a des haies qui ont été plantées, on a des petites zones de marais qui ont été créées sur les terres agricoles avec les paysans, on replante des buissons, on a des zones en jachère, etc. Et c'est fou parce que la nature se réinstalle tout de suite dans ce genre de système. Et vous avez des espèces qui avaient disparu du Zélande qui sont réapparues, et comme par enchantement, évidemment, elles sont apparues dans ces systèmes-là. Donc, on a plein d'exemples maintenant qui existent qui montrent que dans le milieu agricole, on peut arriver à les restaurer. Là, vous avez une zone de vignoble dans la région de Chamoison où vous voyez des parcelles enherbées qui apparaissent ici et là. Pendant très longtemps, tout était passé à l'herbicide. Maintenant, on est en train de changer les paradigmes et vous avez des espèces de plantes ou animales qui réapparaissent, comme par exemple l'alouette lulu, un oiseau qui était très très rare dans les années 70 et 80 en vallée du Rhône et qui maintenant habite pratiquement tous les vignobles grâce à ces enherbements qui vont lui fournir évidemment des insectes dont il se nourrit. On a déjà parlé des zones urbaines, on peut imaginer des quartiers qui ne soient pas que des parkings de voitures asphaltés, mais qui aient des parkings par exemple sur l'extérieur des zones résidentielles ou en souterrain, ou qu'on limite en fait les véhicules privés au maximum, et puis on peut recréer des atmosphères au sein de quartiers comme vous l'avez ici, qui peuvent nous permettre de renouer avec la nature si vous voulez. On peut aussi imaginer l'architecture différemment. Évidemment, maintenant, on assainit les bâtiments, on les isole, donc il y a moins en moins de structures qui existent dans les bâtiments, mais vous pouvez créer, par exemple, ça, bon, c'est chez moi, à Bramois. Vous voyez, sous le berceau du toit, j'ai créé des trous. Ici, un nichoir à chauve-souris. Là, j'ai cassé le berceau pour mettre des nichoirs à hirondelles. Et puis, toutes ces niches, elles sont occupées. Je peux vous dire que ça doit être le plus grand nichoir à oiseaux du canton, notre maison à Bramois, parce que je crois qu'il y a quelque chose comme 47 nichoirs qui existent actuellement autour du bâtiment. Et l'année passée, il y a la première hirondelle de fenêtre qui a niché exactement dans ce nichoir. Donc, on peut faire plein de choses. Ici, par exemple, créer des étangs avec des murets. Il y a des espèces qui vont apparaître dans ces zones comme le crapaud sonneur, les hérissons, évidemment, les tritons. Et puis, on n'est pas obligé de tout tondre. On peut laisser des zones où la prairie fleurit. Par exemple, ça, c'est une prairie avec j'ai perdu le nom. Pas de l'estragon, ce qu'on met sur les pizzas. Je suis désolé, je ne me souviens plus du nom là. C'est juste un petit blanc. L'origan, voilà, ça m'est revenu, de l'origan. Favoriser les interactions, ça c'est quelque chose d'important que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Et même des gens très aguerris à la biodiversité, à la nature, n'ont souvent pas saisi la nécessité de favoriser les interactions. Pourquoi les interactions sont importantes? Parce que tout résulte de la coévolution dans la nature qui nous entoure. On a des prédateurs, on a des ravageurs, et tout ça est intriqué. Et si l'on regarde les interactions écologiques et les services écosystèmes clés, on a parlé de la pollinisation, on a parlé du contrôle des ravageurs, etc. Eh bien, tout ça, ça nécessite de maintenir entre ces éléments des interactions. Et plus vous avez d'éléments, plus vous avez d'interactions, ça vous le comprenez bien. Et en fait, quand vous regardez le nombre d'interactions, il est toujours supérieur au nombre d'éléments. Hein, c'est logique. La coévolution, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement que chaque espèce qu'on a autour de nous, elle a été intimement façonnée durant des centaines de milliers d'années par son interaction avec les autres espèces et l'environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Vous avez ici, en fait, un oiseau qui est spécialisé dans
la prise de nectar dans cette fleur. Alors regardez, il a développé un bec qui correspond exactement à la prise de nectar de cette fleur. D'accord? Vous avez, plus près de chez nous, non exotique, le sphinx du liseron qui a besoin de liserons. Les liserons, on ne les aime pas, mais quand vous avez des liserons dans vos jardins, eh bien, vous allez favoriser ces sphinx qui vont les butiner avec leur très longue tronc et vous avez ainsi une interaction qui est maintenue et des éléments assez magnifiques de notre faune qui peuvent être présents même dans des environnements urbanisés. Il suffit d'avoir les liserons et les sphinx du liseron viennent. Alors, si vous voyez l'intérêt de favoriser les interactions, ce que vous comprenez très très vite ensuite, c'est que quand vous favorisez la végétation indigène dans vos aménagements, ben, vous allez de facto favoriser les interactions parce que les éléments animaux qui vont vivre dans nos écosystèmes, ils sont là et ils sont préadaptés à vivre avec ces essences qu'on a chez nous. Il ne faut pas chercher plus loin pourquoi on doit favoriser les espèces indigènes. Beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais c'est parce que vous allez multiplier à l'infini les interactions. Alors, si vous avez une haie de tuya ou de laurel autour de chez vous ou de photinia, ben, remplacez-la par une haie naturelle. Vous verrez, en quelques années, vous changez complètement la nature que vous avez autour de chez vous et vous avez tout d'un coup une oasis de biodiversité qui est créée, même si vous avez quelques mètres de haies, si vous mettez un petit étang, etc. C'est quelque chose d'important. Un autre exemple qui montre pourquoi favoriser les interactions et qu'il faut bien avoir conscience de l'importance de ces interactions, c'est que pour avoir les interactions, il faut la complémentarité des milieux. Alors vous avez ici quelqu'un, paraît d'une bonne intention, qui a créé un étang de jardin. Bon, il y a un côté un petit peu kitschoun pour moi qui aime bien les environnements naturels, mais vous voyez, il y a quand même des iris d'eau, il y a quelques éléments qui ne sont pas inintéressants, des empierrements, etc. Là, vous avez un autre étang dans un parc, alors c'est le gazon, le béton, il y a bien un canard qui est là, mais c'est quand même relativement austère pour la nature. Ça aussi, vous voyez, c'est un aménagement esthétiquement joli, mais qui ne va pas vous amener très très loin, même si vous avez ici des massettes qui ont été plantées. Alors, beaucoup de personnes, des fois, me disent, mais ouais, j'ai fait un étang de jardin, mais j'ai quelques libellules, mais j'en ai très, très peu. J'ai dit, mais t'as quoi comme jardin alentour? Ah ben oui, bon, c'est du gazon, puis j'ai l'étang. Je dis, mais c'est très bien, mais réfléchis. Si tu as ton étang, c'est bien, tes larves de libellules vont pouvoir se développer. Dans un étang, il y a toujours suffisamment de vie pour nourrir tes libellules. Mais ta libellule, une fois qu'elle est adulte, qu'est-ce qu'elle mange? Elle ne mange pas dans l'eau. Elle doit chasser dans les milieux environnants. Si tu as du gazon stérile, ben, ta libellule ne trouve rien à manger. C'est pour ça que tu n'as pas très peu de libellules chez toi, parce que tu as très peu à manger. Donc, au lieu d'avoir ton gazon, ben, convertis une grande partie en prairie, fauche ça 2 à 3 fois par année au maximum, essaye de laisser venir de la végétation avec des fleurs, du nectar, etc. Ça favorisera les insectes et puis tu auras des proies pour les libellules. Voilà. Et ça, c'est souvent quelque chose que les gens ne comprennent pas. Vous pouvez prendre le même exemple en disant, ben, vous avez un étang, vous mettez des poissons rouges parce que vous aimez bien les poissons rouges, ben, vous annihilez la plupart des interactions parce que tous les insectes vont être mangés par les poissons rouges et en fait, il n'y aura pratiquement rien dans votre étang. Voilà, ça c'est une manière de favoriser les interactions, c'est vraiment de miser sur cette complémentarité. Alors vous avez ici, je vous ai déjà montré cette photo, une maison avec là un petit étang qui a été créé et puis vous voyez, on laisse pousser la végétation naturelle avec du sainfoin, etc. Ça favorise les insectes, les plantes et puis les libellules sont là. Et il n'y a pas que les libellules qui en profitent, je peux vous dire, c'est incroyable tout ce que vous pouvez observer et chaque année, il y a plus d'espèces qui viennent quand vous ménagez un milieu tel que celui-là. Voilà, on arrive gentiment à la conclusion. Je crois que j'étais un petit peu trop long parce que, évidemment, je ne vous vois pas, donc en fait, je me laisse un peu emporter. Mais notre impact sur l'environnement est aussi ancien que notre espèce, c'est-à-dire, on peut même dire que nos ancêtres, les pithécanthropes dont on a parlé tout au début, les Homo erectus, etc., avaient déjà une relation d'exploitation souvent assez poussée, mais aux limites de leur technique. On a vu maintenant que chez nous, la technique étant ce qu'elle est, tout s'accélère. La destruction du climat n'est que la manifestation la plus récente de cet impact qu'on a sur la biosphère. Mais en réalité, on a toujours exploité les ressources naturelles jusqu'à l'extrême de nos possibilités techniques. Il n'y a jamais eu, selon moi, de coexistence harmonieuse homme-nature, juste des équilibres dynamiques. Alors, on nous sert toujours l'exemple des Indiens du Yellowstone. Je suis désolé de vous décevoir, mais les Indiens du Yellowstone, ils ont défauné le Yellowstone. C'était leur chasse estivale. Et quand les premiers colons sont arrivés,
ben, le Yellowstone, il était quasiment vide de grands animaux parce que les Indiens chassaient les wapitis et tous ces grands animaux. Donc, il faut faire attention à ces projections sur le passé que l'on a, et on a de plus en plus d'études qui montrent que toutes les populations humaines ont exploité les systèmes, encore une fois, dans la mesure de leurs outils technologiques, à l'extrême de ce qu'elles pouvaient. La destruction du climat, c'est le dernier de nos impacts en date. C'est vraiment un problème, mais ce n'est pas le plus important. On en a d'autres derrière. Souvenez-vous de cette caricature, enfin, comment on dit, cartoon, ce petit dessin. Vous avez le gars sur la plage avec la première vague du Covid qui lui arrive aux épaules, la vague du climat qui est à 3-4 mètres de haut, et puis le tsunami de la destruction de la nature et de la biodiversité qui doit faire une trentaine de mètres de haut. Donc maintenant on regarde le Covid. Hein. C'est bien clair, on voit le Covid qui est là, qui arrive sur la plage, mais on ne voit pas encore ce qu'il y a derrière. On a une vision du monde qui est essentiellement anthropocentrée. L'économie, la politique, tout tourne là autour. L'homme, quand on dit l'humain d'abord, l'humain au centre, ça me fait bien rire. On peut bien mettre l'humain au centre, il est déjà partout. Donc, a fortiori, si vous êtes partout, vous êtes aussi au centre. Petite coche en passant, puisque c'est une période préélectorale. On devrait enfin passer un vrai pacte avec la nature. On en a peut-être un jour la volonté, certains l'ont. Si oui, est-ce qu'on en aura la capacité de le faire à une échelle qui va faire la différence? Je ne sais pas, mais on n'a pas tellement le choix, d'après moi. On a un changement de paradigme sociétal qui s'impose. Une révolution de type copernicienne est à l'œuvre. J'y crois, mais ça va prendre du temps et il y aura peut-être beaucoup de petits sursauts dans cette révolution. On doit se libérer de cette tragédie des communs. Ça nécessite un décentrage. On doit passer de notre anthropocentrisme à une approche plus holistique et écologique, et non pas égologique, hein, comme on l'a vu. On doit essayer de faire le pas, de muter d'une approche purement exploitative de la nature, c'est ce qu'on a maintenant, hein, m'excuse, mais dans l'esprit des gens, l'approche exploitative est vraiment dominante, à une approche mixte de type exploitatif, parce qu'il faut bien qu'on survive sur cette planète, mais durable, dans la mesure où on le peut, et contemplative. Et contemplative, j'insiste là-dessus parce que la nature est source d'émotion, la beauté de la nature à tout niveau. Et si on se prive de ça, on se privera de notre essence même. Et pour ça, il faut être respectueux, il faut amener à une fusion entre la science et la technologie, sachant que la technologie, ce n'est pas la science, c'est tout à fait la même chose. Hein. La science a une dimension critique par rapport à la technologie d'ailleurs. Il y a la philosophie et la politique qui doivent mieux œuvrer en commun, et puis ce qui est spiritualité et religion. Et on doit essayer de faire une fusion de tout ça pour développer l'homme de demain, qui sera peut-être enfin l'homme sage. Je vais sauter ça parce que ça, c'est quelque chose que j'avais donné dans une autre conférence. C'est juste les différentes étapes, en fait, qui ont marqué la cause de la biodiversité avec le Club de Rome, ensuite Rio de Janeiro, la Convention sur la biodiversité. Et puis, vous savez, ça, c'est quand même quelque chose sur laquelle j'insiste. En 2012, la Suisse a enfin rédigé sa stratégie de la biodiversité. 20 ans après avoir signé la Convention sur la biodiversité à Rio. Écoutez bien ce que je vous dis. 20 ans après avoir ratifié la Convention de Rio, la Suisse a enfin produit une stratégie biodiversité. On est un des derniers pays de l'Occident à l'avoir fait. Et il a fallu attendre 2017, donc c'était il y a 3 ans et demi, pour avoir un plan d'action. Sachant qu'une stratégie, c'est bien, mais si vous n'avez pas de plan d'action pour la mettre en œuvre, c'est du pipeau. D'accord. Donc ça, je dis, c'est quand même assez honteux pour une nation aussi riche que la nôtre d'avoir mis autant de temps pour arriver à pondre quelque chose, à essayer de mettre en branle quelque chose. Voilà. J'ai fini. Je pense que j'ai été beaucoup trop long. Et oui, à peu près, ouais, quand même 1 heure. Ce que je vais faire maintenant, je ne vois pas vos applaudissements parce que je suis face à mon ordinateur, je regarde plus ou moins la caméra, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la parole, je laisse les dias si vous voulez un petit moment, parce que peut-être qu'il y a des questions de personnes qui veulent venir sur ces dias. Alors, si vous voulez poser des questions, le mieux, c'est en bas à gauche d'activer votre microphone et de poser la question. Il y a certainement eu pas mal dans le chat de personnes qui ont écrit quelque chose, mais moi, je ne peux pas donner la conférence et lire le chat. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que quelqu'un comme Michel regarde le chat pendant que je réponds aux questions et puis peut-être qu'il revienne sur certaines de ces questions si
si elles n'ont pas été posées oralement. Voilà. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Je vais vous afficher. Tiens, je peux couper ça. Michel, tu es là, tu m'entends? Tu peux activer ton micro. Voilà, voilà, j'ai activé le micro, je t'entends. Alors maintenant, si quelqu'un a une question à poser et que tout le monde n'est pas Oui, parti, non, moi j'en ai n'hésitez pas. une. Céline, bonsoir Céline. Bonsoir. J'ai une question assez bête hein, parce que Tu peux activer ta voilà. caméra aussi, comme ça on te voit. Ouah, oui, alors ça, voilà. Voilà. J'ai enlevé mes lunettes. Non, ça va, je vois mieux. C'est une question qui était sur la dia qui montrait la diminution des forêts en Suisse, Oui. pas sur le plateau. Oui, Et puis, il me semble qu'on entend justement à l'inverse que les forêts suisses, elles ont plutôt tendance à se développer. oui, c'est juste. Alors, comment, du coup, le lien là, il est Alors, un peu. il faut imaginer, là, je vous ai montré la photo du plateau suisse, on voyait le Gros de Vaud jusqu'aux Zélandes, hein. Il reste Oui, à peu près 5% de surface boisée. D'accord? Il faut vous imaginer qu'à l'origine, c'était 95% de surface boisée. Maintenant, c'est pas là que la forêt reprend du poil de la bête. La forêt, elle reprend du poil de la bête dans les montagnes où on abandonne des prairies et des pâturages. Mais finalement, bon, on peut voir ça comme un drame parce que comme on l'a vu, les prairies, ben, c'est très riche en espèces, les prairies à fleurs, pour autant qu'elles ne soient pas intensives. Mais d'un autre côté, c'est un peu un retour de manivelle, si on veut. Parce qu'on a tellement déforesté que finalement, que la forêt reprenne un petit peu du poil de la bête, c'est pas une mauvaise chose. Mais on est toujours évidemment par rapport à la situation, disons, d'avant les grands défrichements du néolithique, je peux vous dire qu'on est vraiment on est très, loin. très déboisé. Ok, merci. Merci à vous. Quelqu'un a-t-il une question? Les gens sont fatigués, ils sont tous partis. C'est vendredi, ils sont allés boire un verre. Ah, je rigole. Non, il reste encore 70 personnes qui sont connectées. Alors, je regarde un peu les messages, il n'y a pas d'autres questions. Si je peux Voilà. me permettre, peut-être juste dans le contexte des prochaines élections, en fait, des prochaines votations. Vous parliez en fait d'un lien entre la déforestation et puis les pandémies. Est-ce que ce serait possible d'étayer le propos et je ne sais pas dans quelle mesure vous auriez des sources de l'information en fait à partager, à diffuser à ce niveau-là? Parce que je pense que Oui, c'est un sujet essentiel et puis alors, c'est clairement un levier d'action qu'on a actuellement, quoi. oui, alors on a écrit un livre avec d'autres romans où sur 5-6 pages, je développe le problème de la destruction des habitats et puis le risque en fait de voir de plus en plus d'épizooties ou de pandémies apparaître à cause de la destruction de la nature. Donc dans les grandes lignes, bon, ben, je ne veux pas refaire une conférence, mais c'est clair que quand on déforeste, les animaux qui vivent, les animaux sauvages qui vivent dans ces milieux, ils vont être de plus en plus proches des hommes. Les hommes pénètrent de plus en plus dans les zones autrefois sauvages. Donc, on a de plus en plus d'interactions entre les hommes, les animaux sauvages et les animaux domestiques. Et puis, en fait, on génère des bombes à retardement partout, quoi. Et il est assez clair pour les scientifiques. J'ai un copain qui s'appelle Serge Morand qui travaille à Montpellier. On discute de ça depuis bientôt 20 ans. Euh, pour nous, la question, c'était pas de savoir si un jour il y aurait une épizootie ou une pandémie. La question, c'était de savoir quand, où et comment ça allait émerger. Et puis celle qu'on vit maintenant, qui nous impressionne tellement, qui nous met quand même à bas, elle est encore relativement bénigne par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Ça, il faut être clair aussi. Donc maintenant, on a une situation où on a des virus qui se répandent, qui franchissent la barrière des espèces, qui est quand même un problème. Il ne faut pas oublier qu'on a tout ce qui est bactérien aussi. Et, les bactéries, elles peuvent aussi proliférer et puis créer des problèmes qui sont peut-être encore plus graves que les virus parce qu'elles ont une capacité de reproduction qui est encore supérieure parce qu'elles n'ont pas forcément besoin de passer par un hôte. Et puis ensuite, même les mesures d'hygiène qu'on utilise, elles peuvent se retourner contre nous. C'est-à-dire quand vous avez des milieux qui sont hyper aseptisés, vous n'avez plus les bactéries, les communautés de bactéries qui y vivent. C'est-à-dire quand vous grandissez dans un système comme ça,
vous êtes plus exposé à des bactéries, ce qui fait que votre système immunitaire peut plus s'adapter aux bactéries pathogènes, d'accord? Certaines sont très peu pathogènes, hein, puis on chope un rhume, etc., ou je ne sais pas quoi. Et le problème, c'est si on se met à être de plus en plus aseptique, et vous avez vu à Singapour comment on a giclé partout des produits bactéricides, etc., ou virucides, si on fait ça partout, le problème qu'on risque d'avoir, c'est qu'on aura des maladies auto-immunes qui vont se répandre comme un raz-de-marée dans la population, parce qu'on n'aura plus des systèmes immunitaires qui seront suffisants pour nous défendre. Alors typiquement, moi quand j'étais gosse, je jouais beaucoup dans la terre, dans les jardins, etc. Moi, je vois plus beaucoup de gosses qui jouent, par exemple, dans des endroits un petit peu, entre guillemets, sales. On avait des tas de terre, puis on allait jouer, on faisait des châteaux dans les tas de terre, on s'envoyait des boules de terre, il y avait de la boue, etc. Ça, ça participe en fait de la construction d'un système immunitaire, c'est bête à dire. Et si on vit dans un monde aseptique, hyper urbain, hyper ripolliné, hyper démuni en termes de pathogènes, bah, ce qui nous pend au bout du nez, c'est les maladies auto-immunes. Alors, ce bouquin, il s'appelle je pourrais mettre sur le site Facebook qui a été créé par le Cercle d'Aigle Chablais. Je peux vous donner le lien de ce livre qui ne comporte pas que ce chapitre, il y a plein de chapitres, mais celui-là, il fait vraiment le lien entre la destruction de la biodiversité et le risque de pandémie. Voilà, merci beaucoup pour la réponse. Moi, je pense souvent, je suis assez fervent en fait, de l'approche systémique, écosystémique, mais aussi systémique. Et voilà, toujours la fin et le moyen, c'est de savoir comment toucher les gens. Donc, c'est pour ça que je mentionnais en fait ce fait de lien entre pandémie et puis écocide ou déforestation, enfin, on appelle ça comme on veut. Je rebondis sur la question, à moins que quelqu'un ait une intervention. C'est que, oui. Ouais, ce serait en fait le contexte de comment en fait éveiller les consciences, comment favoriser en fait le mouvement écologique. Si on considère un contexte comme le Valais, je sais qu'il y a des projets d'infrastructures écologiques qui se sont montés dans d'autres cantons romans. Il y a des cantons qui prouvent que ça marche. Donc, comment fédérer les gens? Est-ce que ça part des autorités? Est-ce que ça peut être une initiative collective et individuelle? On parle souvent de réseaux. Oui? Non, mais c'est comme pour toute action sociale, quoi. Il faut une implication du collectif et des individus, quoi. Je veux dire, il faut pas attendre des politiciens qui fassent le travail. Les politiciens, ils sont élus par des électeurs et ils ont une fâcheuse tendance quand même à essayer d'aller dans le sens de leur électorat, quoi. Et en fait, si les électeurs, ils revendiquent quelque chose de la part des politiciens, les politiciens finissent par changer. Je veux dire, on a bien vu avec le mouvement pour le climat que les choses, finalement, voilà, on a quand même une loi sur le CO2 qui se décide, même si elle n'est pas parfaite. Et je pense qu'il faut continuer avec les mouvements citoyens pour rappeler, pour battre la coulpe. Je veux dire, on parlait déjà du réchauffement climatique il y a 20 ans. Quand j'ai donné mes premiers cours à l'Uni de Berne, je parlais du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de gens qui me regardaient avec des grands yeux en me disant que c'était une invention. Des étudiants venaient me dire, mais vous affabulez. Alors l'évidence scientifique était déjà là. Et puis maintenant, je veux dire, il n'y a personne dans mon auditoire où il y a 180 élèves en première année, étudiants, il n'y a personne qui vient dire, mais vous affabulez. Par contre, quand je parle de disparition des espèces, il y a beaucoup qui ricanent. Parce qu'ils se disent, ouais, ils nous racontent des histoires pour nous faire peur. Voilà. Donc, il faut à chaque échelon individuel et collectif œuvrer pour que les choses changent. Il faut changer de paradigme. Sinon, l'espèce humaine, elle risque d'en prendre plein la gueule. Et puis, soit on apprend par la douleur, soit on apprend en étant intelligent. J'ai toujours l'impression qu'on a l'intelligence supérieure. Vous savez, si vous mettez, je donne toujours cet exemple, si vous mettez des levures dans une boîte de pétri avec de l'eau et du sucre, votre colonie de levure va croître. Mais vous savez que si vous mettez il faut pas parler les autres, parce que sinon, ça fait là, j'ai des interférences. N'oubliez pas de couper votre micro, si jamais. Et, Monsieur Paul, tu veux intervenir ou bien? Oui. Attends un moment, parce que là, tu n'as pas... Alors, écoute, j'éteins le micro.
Ouais, puis tu reprends après. Et puis, monsieur qui parlait, vous pouvez vous pouvez reprendre la parole. Ceux qui Voilà. parlaient avant Michel, là, parce que j'ai pas. Oui, c'est Maxime Colombin. Vous pouvez reprendre votre Tu peux question, hein. revenir. Non, moi, je vous remercie. Je pense que vous avez bien répondu. Et Mais puis, je crois que j'ai pas fini de répondre, quoi. après, moi, c'est la question. Ouais, j'ai dit à trouver des solutions. Euh, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir travailler ponctuellement sur justement ces modélisations qui sont faites, en fait, dans un centre de l'EFF pour justement la mise en place, en fait, des études au niveau de ces modélisations, au niveau de l'infrastructure écologique, le projet de l'EFF. Ouais. Et je pars du principe aussi que ben, les réseaux nodaux, c'est essentiel. Est-ce que ce serait possible, selon vous, de pouvoir, on parle de crowdfunding pour des financements participatifs. Est-ce qu'il y a à votre connaissance des projets applicables en écologie ou parce que c'est l'affaire de tous et puis au plus on multiplie les patchs, les réseaux en fait pour la préservation de l'écosystème, enfin le plus grand impact on aurait. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à creuser aussi à ce niveau-là, créer une collectivité autour de la préservation écologique. Mais ces collectivités, elles existent. Il y a des associations qui existent depuis que je Oui, suis né. ProNatural, WWF, c'est des alors associations oui, bien entendu. qui œuvrent, Oui, qui ont des réseaux de réserves, qui ont des réseaux de personnes qui gèrent les réserves. Il suffit oui. de rejoindre ce qui existe et puis s'il y a des choses qui n'existent pas, il faut leur susciter le désir que ça se fasse ou bien leur créer d'autres collectifs. Mais moi, je pense qu'il y a assez de structures qui existent. Il faut utiliser celles qui existent et puis donner son énergie là où Ouais. ça existe sans vouloir forcément toujours réinventer la roue puis recréer encore un nouveau groupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas la question de la structure ou du groupe, c'était peut-être plus de pouvoir. C'est vrai qu'on est dans dans le monde du multimédia, dans le monde du numérique. Je sais qu'il y a de très belles choses qui ont été conçues, développées, mais peut-être qu'il y a aussi justement une sorte de, ouais, je sais pas, peut-être à creuser, à prendre contact avec ces Parce que gens, voir, il y faire a l'état des lieux de ce qui existe et puis de voir ce qui est ouais, possible. sur Facebook, il y a des groupes nature. Il suffit de chercher un peu, il y en a plein, quoi. Mhm. Ouais, je suis spécialisé en système d'information géographique. Ce qui me parle le plus, ben voilà, c'est l'outil cartographique. Donc une application qui tourne à ce niveau-là, où les gens arriveraient à se mettre en réseau pour pouvoir avoir une idée globale en fait du travail de chacun. Vous parliez avant de ces espaces aménagés pour la préservation des espèces. Je trouve que ce Mhm. serait un projet très intéressant. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour moi. Martial? Oui, alors écoute, ça fait bien des années, depuis les années 1979, que je gère une réserve naturelle dans le Chablais. Et puis, à cette réserve naturelle, il y a un pré. Un pré. Ce pré, malheureusement, il a été exploité par un paysan puisqu'il a été loué par Natura. Et ce pré, il a été engraissé avec du fumier. Puis pendant plusieurs années, ça a été fait. Et pendant ces années-là, ben, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait d'ailleurs sur ce pré. Et puis, au bout d'un moment, on l'a complètement enlevé, le paysan, et on a laissé ce pré fauché tout simplement. Eh bien, c'est tout simple, hein. La première année qu'un paysan ornithologue, d'ailleurs, qui l'a fauché, m'a dit, oh, j'ai fait 250 bottes de foin. Et l'année suivante, il m'a dit, j'en ai fait que 100. Donc, c'est quand même significatif. Il y a un changement de végétation assez vite. Et puis, au bout d'une dizaine d'années, j'ai demandé à ProNatura de pouvoir, s'il y a une possibilité, de ressemer des fleurs ou de replanter des fleurs pour donner un coup de démarrage. Et ProNatura a refusé en disant, il faut laisser faire la nature, on verra. Mais pendant ce temps-là, on perd beaucoup de temps. Comment tu vois la chose? Alors, ben, je vous ai dit que j'avais un gros programme sur les prairies, hein. Vous avez tous pigé. D'ailleurs, j'ai regardé dans le chat en parallèle. La plupart des gens, ils ont répondu les zones humides, hein. Quel est l'habitat qui a perdu Ouais. le plus de surface? C'est typique. La plupart des gens, et même des gens, j'ai vu des gens aguerris qui savent ce que c'est que la nature, ils ont répondu les zones humides. Ben non, c'est dans les prairies qu'on a Ouais. perdu le plus de surface. Donc, moi, j'ai lancé en 2010 un immense programme avec le Fonds national qui vise à des techniques de restauration des prairies. On travaille sur tout le plateau suisse, mais aussi dans les Alpes, de façon expérimentale. On applique des mesures de revitalisation de différents types
en fonction des contextes, mais on fait ça sur plusieurs parcelles pour pouvoir essayer de comprendre comment ça réagit en fonction du contexte. Parce qu'évidemment, ce qui marche quelque part peut très bien ne pas marcher ailleurs. Alors, on est en train maintenant de tester différentes techniques, comme par exemple l'apport de fleurs de foin, les semences qui sont produites par des firmes qui font des semences pour les plantes de prairies indigènes, hein. Et puis après, on opère un labour ou un herçage sur certaines parcelles pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Alors malheureusement, on ne peut pas encore dire maintenant quelle est la technique imparable pour restaurer ça, mais d'ici 2 ans, on devrait pouvoir dire qu'est-ce qui marche le mieux. Et ce qui est sûr, c'est que de simplement balancer des graines sur une prairie qui est en place, ça sert quasiment à rien. Pourquoi? Non. Parce que les plantes sont déjà là, elles ont déjà créé un équilibre. Alors, il est dynamique cet équilibre, c'est clair, mais quand en plus la prairie a été surfertilisée, qu'il y a un excès d'azote, il va y avoir des plantes qui vont dominer ce système. Et ça va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que ces plantes, en fait, elles perdent du terrain parce qu'elles deviennent moins compétitives quand les conditions deviennent plus stressantes. C'est-à-dire s'il y a moins d'irrigation, moins de fertilisants, ben, pour les plantes, c'est plus difficile aux plantes dites nitrophiles de se maintenir dans le système. Alors, malheureusement, on n'a pas la solution idéale, mais très probablement, quand même, les premiers résultats montrent qu'un labour suivi d'un ensemencement avec du foin d'une prairie donneuse pas trop loin est probablement le meilleur système de restauration. Mais ce que tu dis, c'est absolument juste. Est-ce que tu vois la figure que je vous ai montrée sur la résilience? Oui, oui. Où on a je peux essayer de la remontrer parce que c'est exactement, mais à l'échelon de la prairie, ça illustre exactement ce que tu vis avec ta prairie. C'est au Marais de Baie, ce dont tu Oui, parles. oui, tout à fait. Oui. J'ai pensé. Alors écoute, en partage d'écran, je vous remontre cette dia. J'espère que vous la voyez. Est-ce que vous voyez cette dia? Oui, oui, c'est très bien. Oui, oui, Alors vous oui, vous oui, souvenez, c'est clair. regarde bien Marcel. Oui, oui. Regarde bien. Tu es dans un système, bon, le Marais de Baie, on est encore dans un système, je dirais, on est plus proche de celui du milieu que celui du haut. D'accord? Oui, tout à fait. Mais alors, ta perturbation, ici, tu peux dire, l'intensification, c'est une forme de perturbation du système. D'accord? Donc, tu avais un bon taux de diversité. Et puis, quand tu intensifies, tu plonges. Et puis après, la perturbation qui était là, elle s'arrête. Puis ton système, il se restaure, mais à bas niveau. C'est exactement ce que tu vis. D'accord? Oui. Si Oui, tu avais un environnement plus structuré, ben, tu aurais, et s'il est très structuré, tu aurais un retour, il faut un certain temps, mais beaucoup plus rapide à l'état, mais en état antérieur, c'est-à-dire à plus de richesse. Alors ça illustre exactement ton propos, c'est-à-dire que, vu le contexte, ta prairie, eh ben, elle a atteint, d'une certaine manière, si tu veux, son maximum de résilience possible, mais c'est contexte dépendant. Si tu avais un contexte plus favorable, elle pourrait remonter à un haut niveau. Et en fait, ce qu'on fait avec nos manipulations expérimentales, c'est qu'on essaye de voir comment est-ce que, quand on a des prairies isolées dans nous on appelle ça une matrice hostile, c'est-à-dire un paysage intensif tout autour, comment est-ce que tu fais quand tu n'as plus de propagules ou de colonisateurs potentiels alentour pour faire en sorte que tu restaures ces éléments emblématiques et typiques. Et peut-être que là, il faut, comme tu l'as proposé, je trouve bizarre qu'il t'ait refusé ça, il faut probablement faire une intervention pour donner le coup de pouce de départ. Alors là, je te suis complètement dans ton idée, quoi. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu l'écoute nécessaire de la part des gestionnaires ou des propriétaires. En fait, ouais, c'était pro natura. En fait, ce que j'avais proposé, c'était surtout de planter des fleurs à bulbes pour commencer à démarrer quelque chose. Parce que c'est clair que dans le pré, là, les graines, on connaît les interactions entre les graminées et les plantes à fleurs, qui refusent de laisser les plantes à fleurs si on met des graines, hein, les plantes annuelles. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je dois dire que j'ai fait une expérience aussi chez des clients privés avec la tondeuse du gazon, de le laisser pousser complètement une année et pendant 2 ou 3 ans, le tondre le plus ras possible pour assécher le sol et autres. Et ça marchait très bien. Il y avait des centaines de fleurs de toutes sortes, marguerites, coquelicots et autres. Et ça marchait très bien. Mais ça ne peut pas marcher partout, c'est clair. C'est clair. Alors, moi-même, bon, tu sais où j'habite, puisque c'est toi qui as fait l'étang qu'on voyait sur les images, d'ailleurs.
Ben, quand on est arrivé dans cette maison en 1997, ma tante qui avait cette maison, elle avait installé l'arrosage automatique partout. Ouais. D'accord. La première chose que j'ai fait, c'est déconnecter l'arrosage automatique. J'ai jamais arrosé mon gazon. Ouais. Et ma maman qui nous écoute peut-être encore maintenant, elle m'a dit, mais ton gazon, il sèche en été, il va mourir. Et c'est justement ça, ce stress qui a Et permis à justement, plein de plantes de venir, parce que tu empêches les plantes qui ont toujours besoin d'eau et de fertilisants, c'est-à-dire les plantes du gazon, etc. Tu les stresses, puis à un moment donné, elles perdent pied contre les autres parce elles sont plus concurrentielles dans un environnement stressant. Puis tout d'un coup, ben, j'avais du sainfoin qui sortait ici, j'avais des mauves qui sortaient là, sans avoir semé, hein. oui, Donc, oui. une solution simple, c'est que si vous avez du gazon et que vous voulez faire de la nature, eh ben, arrêtez de l'arroser et de l'irriguer, et puis vous attendez de voir comment ça évolue. Il y a des solutions très simples, et puis pour le porte-monnaie, c'est moins cher. Oui, tout à fait, oui, on connaît bien. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Mais merci pour ton intervention. Merci pour la tienne. À bientôt. Alors, je ne sais pas s'il y a Alors, encore d'autres. J'arrive pas à lire le chat parce que je parle beaucoup. Est-ce que alors, Michel, tu as pu regarder oui, le chat? Est-ce qu'il y a des questions? alors j'ai vu quelques interventions, beaucoup de personnes proposent, enfin disent qu'ils font déjà certaines choses personnellement et que il y a eu beaucoup de félicitations pour ta conférence en disant que il faut que ce soit à nous maintenant d'intervenir, même de manière très locale, très individuelle. Et c'est comme ça, et tu l'as bien remarqué de ta conférence, c'est comme ça que ça pourra un petit peu avancer. Donc, j'ai pas vu toutes les interventions parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que les gens ont été très sensibles à ce que tu nous as présenté aujourd'hui. OK. Alors, bon, je suis toujours Alors, disponible pour des questions. Je ne vais pas forcément répondre aux emails dans la journée, mais enfin, si des gens ont des questions, on peut toujours les poser. voilà. Alors voilà, autrement, je ne sais pas si on va, comment tu veux faire, si on clôt la réunion Zoom maintenant ou si tu veux rester encore à disposition. Bon, je peux encore Si, rester un petit si moment, mais là, il y bon, a j'ai des une questions journée. encore, est-ce S'il y a encore quelques questions, je peux est-ce que encore répondre. quelqu'un voudrait encore prendre la parole dans cette réunion? Oui, 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 mais je sais voilà. pas comment ça marche. Oui, voilà, allez-y, madame. Ah, On n'entend pas. non. Alors, il y a Jérémy Savio qui est en... Je crains vie. Madame, on ne vous entend pas. Vous avez un micro qui fait des petits Ouais. sons, mais on ne vous entend pas. Je propose de passer à Voilà. l'autre question. Comme Désolé, mais votre micro ne fonctionne pas bien et puis on ne vous capte pas. Donc, je Ouais. propose de passer à une autre Mhm. question. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se posent en ce moment? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir encore. Donc peut-être je prends volontiers la parole, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Pas de Oui. politique, Jérémy. Pas de Voilà, politique. Jérémy Savio. Oui. Merci Raphaël pour ta présentation pour commencer. Moi j'aurais voulu avoir ton avis sur l'effet du Covid sur la population par rapport à la sensibilité à ces problématiques de biodiversité. Parce que d'un côté on nous dit que ça a rapproché les gens de la nature. D'un autre côté, j'ai un peu le sentiment que 2019, c'était la grande année du climat. 2020, les préoccupations ont passablement changé. Est-ce que tu as l'impression que cette crise, enfin, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça a changé au sein de la population par rapport à la sensibilité à la biodiversité? Alors, c'est un peu la métaphore des trois vagues successives avec Ouais. la première qui nous arrive aux épaules. Je me répète un peu, mais c'est la suivante, celle du climat qui est à 3 mètres, puis la toute grande qui est à 20 ou 30 mètres, quoi, le tsunami. Moi, je pense que malheureusement, on ne voit pas les liens qu'il y a entre la manière dont on gère la nature, les écosystèmes, et puis les risques
qu'on encourt avec ces épizooties, ce franchissement des barrières d'espèces par des pathogènes, et puis finalement les pandémies. Hein. Je pense que ce lien-là, dans la tête des gens, il n'est pas fait. Ce qui est un peu dramatique, c'est que finalement, est-ce que vous savez que dans notre organisme humain, il y a 10 fois plus de virus que de cellules et qu'il y a 10 fois plus de virus que de bactéries dans un organisme humain? Je veux dire par là qu'on a une vision du virus comme étant un ennemi, alors que les virus, en fait, c'est la base de la vie. Vous savez que les foisonnements planctoniques qu'on a dans les océans, avec les cyanobactéries qui se développent, qui nourrissent le plancton et tout, à la base sont dus à des expansions de virus. Donc, si on arrive à comprendre que le virus, qui a une forme de vie un peu paradoxale, hein, c'est pas comparable à des bactéries, c'est quand même la base de nos écosystèmes, on pourrait commencer à comprendre que ce n'est pas forcément l'ennemi, le virus. Et j'ai l'impression que maintenant, on a un nouvel ennemi, c'est le virus, quoi, d'une certaine manière. Malheureusement, les virus, c'est la base de la vie. Donc, imaginez que votre corps, je ne me souviens plus des chiffres, je les donne dans ce chapitre de livre, mais il y a 10 fois plus, donc je me répète, de particules virales, si on veut le dire, c'est plus facile de parler comme ça, il y a 10 fois plus de particules virales que de cellules ou que de bactéries dans un organisme humain. Donc déjà, un organisme humain, il est plus fait de bactéries et de virus que de tissus humains. Déjà ça. Donc finalement, la baleine bleue, si elle existe, le plus grand animal qui ait jamais existé sur Terre à ce qu'on sait, si elle existe, c'est parce qu'il y a des virus dans les mers. OK. Le problème, c'est que ce rapprochement entre les animaux domestiques qui sont devenus pléthoriques, les êtres humains, les animaux sauvages qui ont de plus en plus un habitat congru, fait que ces franchissements de barrières d'espèces risquent de devenir beaucoup plus courantes que ce qu'on pense. Et ce n'est pas forcément bon signe pour le futur. La question, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à convaincre les gens, quand on voit déjà la difficulté qu'il y a à faire en sorte qu'on vive différemment pour ménager notre climat, est-ce qu'on arrive à éduquer les gens au point de leur faire comprendre que chaque fois qu'on détruit quelque chose ou qu'on ne ménage pas la biodiversité, on touche finalement un problème sanitaire. Pas sûr qu'il y ait cette prise de conscience. En plus, je répète ce que j'ai dit avant, il n'y a pas que les virus, il y a les bactéries qui sont aussi des pathogènes, certaines, hein, la plupart sont utiles, mais il y a des pathogènes. Et là, il y a des épées de Damoclès qui nous pendent au-dessus de la tête, hein. Ça, c'est les médecins le disent. Et puis, il y a ce problème des maladies auto-immunes avec des systèmes toujours plus aseptiques. Je suis sûr que ça, c'est un autre truc qui nous pend au bout du nez. Maintenant, est-ce que les gens ont changé d'attitude par rapport à la nature durant cette période Covid? Alors, on a surtout remarqué que les gens avaient un besoin de nature et qu'ils allaient beaucoup dans la nature, d'accord? Ce n'était pas forcément très positif pour la nature, si ce n'est que peut-être que les gens ont plus compris que la nature, ça s'observait, ça s'écoutait, parce que tout d'un coup, ils avaient du temps, puis ils remarquaient, vous vous souvenez, tout d'un coup, les gens disaient, mais il y a des oiseaux dans mon jardin, ou dans la ville, il y a des oiseaux. Ben ouais, il y a toujours eu, mais tout d'un coup, on s'est mis à les entendre parce qu'il n'y avait plus de fond, de bruit de fond qui nous empêchait d'entendre cette nature, quoi. Maintenant, j'ai quand même un gros problème, et peut-être que, vous savez, j'ai critiqué à un moment donné, j'ai dit, ben, on a ce terme de nature qui est plus ou moins équivalent au terme de biodiversité. On a fait de la sémantique pendant 30 ans pour se rendre compte que c'était plus ou moins la même chose, donc vraiment, on a perdu du temps. Mais en même temps, peut-être que la notion de biodiversité, elle est plus explicite pour l'être humain que la notion de nature, qu'elle est moins subjective. Pourquoi? Parce que finalement, personne ne se dit hostile à la nature et considère la nature comme étant fondamentalement un ennemi. Tout le monde a besoin de se ressourcer, tout le monde a besoin de la nature. Tout le monde dit, mais moi j'adore la nature. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire, j'ai entendu des gens dire, je déteste les araignées. Oui, mais dire, je déteste la nature, j'ai jamais entendu ça chez aucun être humain dans tous les endroits où je suis allé sur cette terre. D'accord? Mais après, il faut se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils entendent, ces gens, par nature? D'accord? Il y a des gens, ils se promènent dans le Gros de Vaud où il n'y a plus que des champs de colza sur les grandes plaines ou des grands champs de céréales et ils ont l'impression d'être dans la nature. Mais ces zones-là, elles sont plus vides qu'un milieu urbanisé, même
fortement urbanisée au point de vue biodiversité. Et je me dis, en regardant toutes les constructions, vous voyez tous maintenant que cette folie démographique qui s'est emparée de nous il y a déjà plusieurs siècles, qui se prolonge, elle exerce une pression colossale sur notamment les terres cultivées qui disparaissent au profit des zones résidentielles. Vous voyez partout ces nébuleuses de maisons, d'immeubles qu'on construit partout, etc. Regardez l'esthétique de ces bâtiments qu'on construit, qu'ils soient privés ou qu'ils soient collectifs. Plus on va, plus c'est aseptique. Plus vous allez, plus c'est simplifié. C'est-à-dire qu'on devrait maintenant passer dans le paradigme de ces tours que je vous ai montré à Milan, de toits végétalisés, de balcons végétalisés, etc., de parkings qui ne sont pas des parkings asphaltés, mais des parkings avec des infiltrations, avec des fleurs, etc. Il y a des rares cas où les gens ont cette conscience, où ils développent des nouveaux concepts, mais alors, vous êtes pratiquement tous en Valais, si vous vous promenez en Valais, vous voyez toutes ces nouvelles zones résidentielles, ça devient de plus en plus stérile et aseptique. Ça veut dire que tous les gens qui disent « moi j'adore la nature », ils sont aussi là et responsables de créer ces environnements ou co-responsables. Et ça veut dire que leur vision de la nature, c'est quelque chose de lointain que je vais chercher pour me ressourcer pour mes loisirs, mais ce n'est pas là où je vis, pour la plupart. Et ça, c'est dramatique, parce que la nature, il faut qu'on la remette partout, y compris là où on vit. C'était une longue tirade, mais... Alors, il y a une petite question, je me permets d'intervenir là concernant les petites discussions qui ont lieu. Une personne demande si la conférence pouvait être diffusée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raphaël, si elle est diffusée, si elle a été enregistrée, si on peut la transmettre. Elle est enregistrée automatiquement. On peut la mettre sur YouTube, je peux le mettre. C'est peut-être le plus simple, oui. Mais pour ça, il faut que j'ai l'accord des organisateurs. Ouais. Je peux le faire, oui. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc, c'est des personnes qui sont arrivées peut-être un petit peu plus tardivement dans la conférence qui seraient intéressées de pouvoir l'entendre en entier. Ouais. Si le cercle est d'accord, je peux le faire. Hein. Alors, en tant que président, je veux demander aussi l'avis de mon comité, mais je pense que je te signalerai cela ces prochains jours, ou même demain, on pourrait décider. Alors, je sauve ça sur mon disque dur et puis si jamais je le balance sur Internet. Voilà, on va faire comme ça. Ouais. Ça va être lourd, je pense que je vais devoir couper la discussion parce que sinon, ça va être un fichier. Ouais. Bon, il y avait pas mal de monde finalement. On a eu jusqu'à 77 personnes. Ouais, c'est bien. Même de Paris, il y a quelqu'un qui nous a salué de Paris. Et beaucoup d'avis, donc vraiment beaucoup de remerciements sur la conférence, beaucoup d'avis, comme je disais tout à l'heure, d'activités, disons, personnelles, de petits gestes personnels de son jardin, dans son environnement, pour pouvoir faire quelque chose pour cette biodiversité. Et ça, il semble que c'était vraiment un élément qui est fortement ressorti des petites discussions qui ont eu lieu en marge de la conférence. Très bien. Alors, moi, il me reste en tout cas à te remercier, Raphaël, hein, au nom du comité du Cercle des sciences du Chablais, remercier tous les participants qui étaient là, tous ceux qui sont intervenus. Et puis, donc vous avez été très nombreux à suivre cette conférence. C'était une première expérience pour nous, pour le Cercle des sciences du Chablais. Et je redis ce que je disais en début de soirée, c'est que vous pouvez très bien nous transmettre un mail pour avoir notre programme, nos activités. Je ne sais pas si la petite affiche que j'ai mise derrière moi apparaît à l'écran, qui donne à la fois l'adresse mail et le site internet. Donc, si jamais l'adresse mail, c'est csn@nature.ch, nature au pluriel.